Voilà, le live est lancé, les amis. On va attendre que tout le monde arrive et puisse nous rejoindre. Salut Yotar, salut à toi. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue Sandro. Bon, aujourd'hui on change un peu de cadre, comme vous le voyez les amis. Petit changement de cadre comparé à d'habitude. On n'est pas au même endroit. Donc ce coup-ci, une fois de plus, on a réuni mes deux acolytes précédents, Clément et Mickaël. Tous les deux réunis, on pourrait presque faire une chanson pour le prochain boys band. Après, ils ont pas les standards des boys band par contre. Hein. Attention. C'est plus les To Be Frites que les To Be Free. Hein. Un classique, mais c'est pas faux. Bon les amis, merci à tous ceux qui rejoignent le live. Merci de votre présence. On espère que les précédents vous ont plu et que le contenu que nous rajoutons régulièrement là sur YouTube notamment vous aide à comprendre un peu mieux là où on veut en venir avec la mécanique de la vie. Donc merci à tous. N'hésitez pas, vous pouvez balancer les sujets et les questions en commentaire. Il y a mes deux super acolytes qui ont les PC devant eux, les téléphones devant eux. Plus ça va, plus on est organisé et donc plus ça devrait être fluide. Bonjour la Suisse. Ah là on n'a plus d'excuses. Ouais, là on n'a plus d'excuses, on est bien calibré les gars. Bonsoir à tous. Donc n'hésitez pas tous à poster dans les commentaires les questions et les sujets que vous aimeriez aborder. Et comme d'habitude, je le redis, quand on n'est pas allé au bout d'une question, eh bien on continue, vous pouvez en rajouter dessus, c'est parfait. Bon allez, je vais pas parler 3 heures pour rien. N'oubliez pas, mécanique de la vie, YouTube, sur Insta aussi. Tous les lives, vous les retrouvez donc sur YouTube. Essayez de suivre parce que ça permet vraiment d'avoir l'ensemble du contenu et de pas de revenir trop en arrière pour les plus assidus. Voilà, autant que possible. Et surtout, n'hésitez pas quand vous avez des questions, vous les notez, vous les envoyez ensuite, ou vous les gardez pour le live qui suit et comme ça on se régale. Bon, merci de votre présence et c'est parti. On va commencer. N'hésitez pas à envoyer en commentaire des questions. Si à un moment donné je meurs de chaud, parce que comme vous le voyez, je suis accompagné du feu de cheminée. Bon, peut-être que faudra que j'enlève le pull et que ce soit un peu moins. C'est Méditerranée. T'aimes le pull? Je te fais le même si tu veux. Je vais aller raser 2-3 moutons dehors et je vais m'y mettre. Voilà, je te fais le même. Bon allez les amis, trêve de plaisanterie. Merci à tous ceux qui rejoignent le live. Envoyez les questions dessous et les sujets qui vous plairaient d'aborder ce soir. Et on démarre avec nos amis. Bonsoir à tous. Bonsoir les gars, bonsoir les pagas. N'hésitez pas à poser des questions, on n'en a pas 3000 non plus en réserve. D'habitude, on fait exprès de collecter les questions en amont et là on s'est dit on prend pas les questions habituelles parce qu'on les a traitées dans des vidéos qui seront publiées par la suite. Ouais, c'est un mur porteur derrière moi, ouais. Et mais là exceptionnellement on va compter sur vous ou sur notre inspiration et ça va le faire. Allez, on va démarrer. Clément, est-ce que tu as quoi que ce soit à nous mettre sous la dent? Il y a des points que tu as déjà vus, mais disons que les questions sont peut-être pas formulées de la même manière. Donc, je te propose de partir sur une croyance peut-elle être positive, hormis tout ce qui est notion de foi, bien sûr. Hein. Une croyance peut être positive. En fait, je pense que justement, c'est là tout l'intérêt de comprendre les sujets de la vie. C'est qu'il faut vraiment arriver à reconnaître que on peut jamais être certain. Il y a une vérité sur le plan physique. Mais par contre, il y a la vérité absolue, c'est-à-dire dans la compréhension des phénomènes complexes, c'est-à-dire dès qu'on sort de la réalité du monde un peu physique, etc. Là, par contre, elle peut être complètement revue, parce que il faut toujours essayer de garder ce 1% d'incertitude, parce que c'est celui qui vous permettra toujours, c'est celui qui nous permet toujours de tout remettre en question et d'aller toujours plus loin. Parce que dès qu'on commence à épouser une théorie qui nous va bien, et bien en fait, on se passe de la possibilité d'une beaucoup plus révélatrice et une qui a beaucoup plus d'importance. Voilà. Donc toujours garder à l'esprit le quelques pourcents d'incertitude, c'est important. Je le redis, envoyez les questions dessous, les sujets que vous aimeriez aborder. N'hésitez pas. Ouais, donc du coup, le petit ingrédient d'incertitude va faire que la croyance elle va être un peu diluée et qu'elle va permettre... Bon là on démarre fort, c'est ça qui m'embête, je voulais pas rentrer. En fait le problème de la certitude, c'est qu'elle nous fait épouser
une théorie de manière trop forte. Essayez de comprendre le truc. Là, vraiment, je vais parler doucement pour essayer vraiment de comprendre ce que moi j'ai pu remarquer. Quand on part dans une direction, il faut reconnaître que dans l'absolu, on ne peut pas savoir si c'est la bonne ou la mauvaise. Plus notre certitude va être grande, plus on va en fait être influé par la décision qu'on prend, parce que l'intensité de la certitude que nous mettons dedans crée une espèce de lien extrêmement fort avec le chemin qu'on a pris. Par exemple, quelqu'un qui va dans... Alors ça, c'est d'autant plus vrai quand vous êtes dans des sujets d'ordre spirituel, d'accord ? Par exemple, quelqu'un qui va trop suivre un individu ou les certitudes d'un individu risque d'épouser un peu trop ce dernier. Et donc, ça va créer un lien invisible très fort sur lui. Et c'est là où vraiment... essayer de garder du recul est très important parce que ça permet d'avoir une influence sur nous qui est amoindrie. Bon là on démarre vraiment par un sujet très compliqué. Clément a mis les pieds dans le plat, je voulais pas démarrer comme ça, mais il semble que ça se pose maintenant, donc on le fait. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus votre certitude, votre degré de certitude va être inversement proportionnel à votre capacité à vous remettre en question. Plus vous allez avoir une forte certitude, moins vous allez pouvoir vous remettre en question. Ouais, et c'est d'autant plus puissant sur les sujets d'ordre spirituel. C'est-à-dire quelqu'un en méditation qui va trop s'abandonner à la méditation qui suit, c'est un sujet que on va publier dans les jours à venir, là on les a faites les vidéos. Et bien en fait ce qui va se passer c'est que vous allez suivre l'égrégore, c'est un sujet que j'ai déjà abordé d'autant plus intensément. C'est-à-dire que l'influence énergétique, parce que n'oubliez pas dans l'atome il y a de l'énergie, c'est pas un système de croyance, mais il y a aussi du physique. Et bien en fait l'énergie qui va se dégager de ce qui est créé ou de l'environnement, etc., va être d'autant plus puissant sur l'individu. Donc, alors que s'il exerce une espèce de recul, s'il exerce un doute, un savant doute, eh bien en fait c'est comme si l'influence qu'allait avoir l'égrégore sur lui serait amoindrie et c'est extrêmement important. Donc je veux pas trop rentrer en détail parce que là pour démarrer un live, voilà. Donc, j'ai une première question, donc vous l'avez pas eu en commentaire. Comment se retrouver avec nous-mêmes, avec tous les éléments perturbateurs de notre environnement social en décadence actuelle? En fait, ce qui va se passer, c'est que le diagnostic de la dégénérescence sociétale doit nous amener à un moment donné à nous adapter à cette société. Alors, ça veut pas forcément dire en marche, ça veut dire déjà accepter qu'elle est un paramètre dans lequel on a souhaité s'incarner et dans lequel on doit relever quelque part le défi et non de le prendre en fuite. Donc, il y a une espèce de compromis, devenir un suradapté de cette société, c'est-à-dire trouver des possibilités qui nous permettent, nous, de nous développer en tant qu'individus, nous épanouir avec nous ou nos familles, mais tout en minimisant l'influence que va avoir ce monde-là sur nous. Alors évidemment, la ruralité va résonner immédiatement. La difficulté, c'est justement de trouver du travail dans ces zones-là. Bon, là, on s'éloigne un petit peu. Mais par exemple, vous voyez, c'est un exemple que je sors. Des fois, il y a certains d'entre nous, des fois, acheter peut-être une maison moins chère près du lieu de travail et garder une partie de notre investissement pour avoir un lieu un peu secondaire, c'est-à-dire n'importe quoi sur un investissement à 300 000 euros par exemple, essayer d'être à 200, bon là on sort de la mécanique de la vie complète mais c'est l'idée, et vous l'investissez dans une terre un peu plus reculée où là justement les week-ends ou en semaine vous pouvez faire autre chose et rien ne vous empêche de louer pendant les vacances ces résidences-là. Ce qui permet en fait d'avoir un lieu justement d'évasion, un lieu de tranquillité, un lieu de recul, un lieu de prospérité, un lieu qui est plus conforme à nos aspirations réelles plutôt que l'hyperactivité qu'on retrouve dans les villes. Et comme ça, en fait, ça permet d'être plus tranquille. Parce que se retrouver avec soi-même, normalement, vous êtes censé être vous-même partout, c'est très important. Donc, il faut que on crée des vies qui soient convergentes avec nous. Et ça, c'est vraiment la base parce que moi, je suis de ceux qui pensent que se mettre en tailleur et pour faire de la pleine conscience, c'est faux. Voilà, parce que déjà la fréquence, mais ça, elle va être publiée cette vidéo. Et ben en fait, vous allez vous éloigner de ce que vous êtes venu. En fait, vous recentrer. C'est quelque chose vous fait sortir de vous-même. C'est que quelque chose doit être soit annulé, soit vécu différemment.
Voilà, se recentrer parce qu'en fait, on a une vie, un travail, des amitiés qui sont polluantes et en fait nous obligent à utiliser une technique spirituelle pour en fait revenir à nous-mêmes. Ne faudrait-il pas plutôt revoir notre manière de fonctionner avec nos amis, avec notre travail ou changer de travail, ou en créer un autre, ou se comporter différemment avec nos maris ou nos femmes? Voilà, parce que sinon, à chaque fois, c'est comme si on allait user de subterfuges, user de stratagèmes pour vouloir nous recentrer, alors qu'en fait, on se décentre, si je puis dire, j'aime pas ces mots-là, de nous-mêmes, parce qu'en fait, on ne veut pas changer. Là, vous êtes en plein dans la mécanique de la vie, par contre. C'est-à-dire que la vie vous occasionne des sensations désagréables, des symptômes qui ne vont pas, des situations désagréables pour que nous occasionnons du changement. Si au lieu d'occasionner un changement, on développe, on utilise un pseudo-outil spirituel pour justement pouvoir ne pas avoir à créer de modifications dans notre vie, c'est-à-dire, je me sens pas très bien avec moi-même, je vais méditer ou je vais faire je sais pas quoi, pour justement ne pas avoir à me séparer de mon travail, de ma femme ou de mon mari ou de ma maison ou n'importe quoi. Voilà les amis, par exemple, je vais essayer de revoir la question si j'ai bien répondu. Ah ben c'est toi qui me dis en plus bien répondu. Bon ben écoute, merci si la réponse te satisfait, c'est super. Je le redis, on a démarré par un sujet un peu fort, donc envoyez vos questions dessous ou les sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas. Et voilà. Et Clément a quelque chose à me dire. Ouais, Clément. alors tu parles, tu vois, de changement, de pas se faire trop leurrer ou de pas utiliser d'artifice pour changer. Ouais. Est-ce qu'il y a un bon moment, ou voire plutôt, est-ce qu'il y a un mauvais moment pour décider de changer? En fait, les deux. Est-ce qu'il y a un bon moment pour décider de changer? Est-ce qu'il y a un mauvais moment? Est-ce qu'il y a une temporalité particulière? Est-ce qu'il y a des fois, il y a des temps où il ne faut pas changer et d'autres temps où... Alors, comme le disait un président qui a marqué l'histoire de France, le changement c'est maintenant, et comme vous l'avez vu, ça a été jamais. L'idéal, c'est de changer évidemment de suite. C'est le but. Si la vie vous amène une information, le but c'est de le faire de suite. Simplement, il faut être un être de raison. Il faut pas non plus partir à la moindre sensation dans des passions qui seraient destructrices. Parce que le problème, ça résonnerait en emportement et prendre des décisions définitives sur un sentiment qui lui est temporaire peut s'avérer extrêmement mauvais par la suite. Donc, je pense que c'est vraiment pas à privilégier. Donc il faut s'en occuper de suite, c'est-à-dire faire les bons diagnostics, essayer de réfléchir de suite aux sensations qu'on a ou à ce qui ne convient pas. Mais par contre, agir avec raison quant à la temporalité de l'action. C'est-à-dire il faut s'en occuper de suite, mais plus l'importance est grande, plus il faut quand même prendre un petit peu la mesure de notre décision. Parce que prendre une décision là, tu risques de chambouler énormément la vie, ça serait extrêmement difficile. Donc il faut trouver un juste milieu en fait en fonction de l'importance de la décision que vous avez à prendre, quoi. Alors, on a une question d'Émilie qui nous demande: peux-tu expliquer la différence entre l'instinct et l'intuition et la place qu'on doit leur laisser dans nos prises de décision? L'instinct ou l'intuition, c'est pas une question que je me suis posée pour les dissocier. Ok. Alors sur l'instinct, il y aurait quelque chose où moi j'aurais la sensation qu'il y a quelque chose de plus animal, donc de plus passion, alors que sur la partie intuition, il y aurait quelque chose qui serait un peu plus issu de la raison et de la réflexion. Donc j'aurais tendance à mettre cette distinction entre les deux. C'est un sujet que j'ai abordé récemment, donc je veux pas trop revenir à l'intérieur, mais quelque part entre ces deux mots-là, il y aurait une connotation, en tout cas pour moi, qui opposerait la raison à la passion. Et je pense que justement la vie est une opposition, la sagesse est une opposition entre raison et passion, et quelque part l'animal et la passion, l'ange qui n'existerait pas mais serait la sagesse absolue, elle serait la raison, et c'est l'équilibre entre les deux qui à mon avis est l'objectif de l'existence, en tout cas de l'existence dans l'incarnation et dans la construction de l'individu. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux, quoi, parce que c'est instructif, l'aspect animal permet quand même d'être instructif parce qu'il permet le diagnostic des spécificités humaines existentielles, mais aussi dans la compréhension des autres. Voilà, notamment. Pour rebondir un peu là-dessus, on a Adrien qui nous dit: j'ai dû faire un choix important qui a été poussé par mon instinct. Comment savoir si je vais le regretter? Peut-on regretter une décision? Il te précise que c'est une décision amoureuse. Tu peux pas, évidemment qu'on peut pas savoir, on est des humains,
C'est très compliqué de le savoir, évidemment. Il faut être humble par rapport à ça. Non, ce qu'il faut, comme je dis tout le temps, c'est d'essayer de probabiliser. Ça veut dire agir avec le plus de raisons possible, pour que les décisions que nous prenions soient issues justement de la réflexion et qu'elles soient pas sous influence de besoins, de manque, de projection d'idéaux, de rêves et donc de l'heure, parce qu'en fait tout ça c'est une densité émotionnelle, agréable ou non, qui va en fait nous conduire, nous inciter à prendre une direction, mais qui n'est pas forcément la bonne pour nous, parce qu'en fait c'est nos sensations qui nous ont conduits. Alors que l'idéal serait d'être dans une sorte de neutralité, dans une raison accrue, pour justement pouvoir raisonner de manière la plus nette possible. Ben, je vous prends par exemple Clément qui est là, c'est un bon exemple. Clément, à une époque, adore jouer au poker, en ligne. Il met pas forcément d'argent, l'argent ne l'intéresse pas parce qu'il a un esprit mathématique, lui, par exemple. Lui, ce qui l'a amusé, c'est ce qu'il me racontait, c'est de juste agir avec les probabilités. Et si bien qu'en fait, à un moment donné, il s'était imposé, c'est là où il a fait les gains les plus importants, même s'il mettait des 1 euro, parce que lui, il joue vraiment que pour l'amour des statistiques, en fait. Ouais, je sais, il est bizarre. Et ben Clément, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'interdisait de regarder le résultat de l'action et de la main qu'il venait de choisir. C'est-à-dire que comme il n'agissait plus avec émotion parce qu'il ne lui intéressait pas de savoir s'il a gagné ou perdu, eh bien en fait il s'imposait à prendre une décision qu'avec les probabilités. C'est-à-dire pour lui, si la probabilité est plus élevée, il n'aime pas la tentation de savoir si derrière une carte va lui être favorable ou non. Ça l'intéressait pas du tout. Si bien qu'il tournait avec combien de tables à la fois tu tournais à des moments. Bon, après c'était 12 ou 16, mais ça rien d'exceptionnel. Voilà. Bon, il tournait avec une dizaine de tables, c'est pas pour le nombre de tables, mais ça veut dire qu'en fait il ne regardait pas le résultat. Voilà, il regardait juste à la fin de soirée si ça avait été victorieux ou pas. Et c'est comme ça qu'il a eu les meilleurs résultats. Ouais, pas mal, ouais. Voilà. Et surtout, en fait, il y a le résultat où à la fin de la soirée, t'es pas épuisé émotionnellement, parce que comme t'as pas regardé le résultat, tu t'es pas confronté à un truc polluant et inutile. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que la probabilité est l'enfant quelque part de la raison, et la raison nous amène justement à maximiser nos chances de réussite et pour les décisions les plus importantes de notre vie. Et c'est là où je veux en arriver. Et c'est le fonctionnement scientifique est un fonctionnement aux probabilités. Alors, on a 2 questions de Aston, je vais les faire dans l'ordre. La première qui nous dit, tu dis que l'univers est trop parfait pour qu'il y ait place au hasard. Ouais. D'après toi, choisissons-nous où nous naissons, notre pays, notre famille? Oui, moi je pense que oui. Moi je pense qu'on choisit tous ces paramètres-là, très probablement. En fait, soit vous êtes de l'école, il y a du libre arbitre, et auquel cas, au moins au niveau du choix de l'incarnation, vous reconnaissez que si vous avez du libre arbitre, eh bien vous avez choisi les paramètres de votre jeu. C'est comme quand vous êtes dans un rayon jeu vidéo. Normalement, si vous avez le libre arbitre, bon, vous avez toujours été influé, on peut dire la même chose par le marketing et la publicité, mais vous choisissez auquel jeu vous allez jouer, d'accord, et la console que vous allez acheter. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, moi, je pense que dans l'incarnation, avant même qu'une âme quelque part pourrait s'intégrer au processus terrestre, eh bien, je pense il est très probable, il est hautement probable que oui, elle choisisse la famille, le territoire, la nation, les parents, le sexe, etc., dans lequel elle doit être pour pouvoir justement confronter son capital. Parce que, comme toujours, si moi, par exemple, je veux me perfectionner un sport, je suis jeune, et en fait, je vais aller faire des stages de perfectionnement. Et normalement, si les entraîneurs qui sont à l'écoute de mes carences, ils vont me faire travailler là où je suis le moins bon, parce que ça va me permettre d'être quelqu'un de plus complet et donc d'être plus performant dans mon sport, par exemple. Sur la vie, ça va fonctionner un peu de la même manière. Donc oui, je pense, moi, qu'on choisit, même si dans l'absolu, on ne le saura jamais, bien sûr. Ok, j'enchaîne avec la deuxième question de notre cher Aston. N'hésitez pas à envoyer les questions, les amis, en commentaire dessous, ou les sujets que vous voulez aborder. On est sur le qui-vive. Donc il te demande quel équilibre ou lien vois-tu entre déterminisme et libre arbitre? Avons-nous vraiment le choix de nos actions, de l'univers dans lequel nous évoluons? Bon, celui-là, on l'a abordé, réabordé, re-réabordé, donc je sais pas si je dois le refaire une fois de plus. Je l'ai abordé à de nombreuses reprises. Moi, je vous avoue que je suis de ceux qui pensent, je vais essayer de le dire très rapidement, je suis de ceux qui pensent que vous n'avez le libre arbitre qu'une fois
que vous êtes relativement bien libéré de vos patterns, c'est-à-dire de votre fidélité inconsciente, et reprenez l'épigénétique, je dis à chaque fois, à votre souffrance inconsciente de jeunesse et transgénérationnelle, c'est-à-dire les parents, etc. Qui dans l'absolu n'est pas ce que vous êtes, mais va orienter les choses, les situations que vous allez arriver jusqu'à sevrage. C'est-à-dire que c'est comme si l'univers, Dieu, a envoyé une âme s'incarner. Pour qu'elle puisse en fait avoir le libre arbitre, elle doit d'abord, comme le disent très bien les chrétiens comme les musulmans, c'est un combat contre notre propre intérieur, contre notre propre souffrance. Chez les musulmans, c'est le djihad intérieur et Jésus va dans le désert rencontrer le diable, c'est-à-dire sa propre souffrance qu'il doit en fait évacuer pour justement devenir libre de prendre ses décisions et de faire ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, pour moi, le libre arbitre devient réel. Antérieurement à ça, je suis de ceux qui pensent que nous ne l'avons pas ou très 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 peu. Parce que vraiment, soyez observateurs. Moi, je dis pas ça par système de croyance. C'est vraiment quelque chose sur lequel je passais plusieurs années à observer chez moi ou chez les autres, justement l'influence de ces paramètres. Et ben, je peux vous dire que très souvent, vous devinez au bout d'un moment ce que vont faire les gens très très souvent, même pour vous et même dans le futur avec peu de choses. Vous avez une idée des 2-3 possibilités qu'ils devraient rencontrer, parce qu'en fait, ça devient une espèce de jeu logique, puisque si vous n'avez pas sevré quelque chose, si vous n'êtes pas sorti, d'accord, si vous avez peur de la trahison, vous allez attirer des gens ou des compagnons ou des compagnes qui vont vous trahir, par exemple. Bon, là, c'est vraiment effet très basique, mais c'est l'idée, parce qu'il faut que vous vous entraîniez à ne plus en avoir à faire de ça. Et quand vous ferez unité avec vous-même ou avec la foi, en fait, quand vous serez délesté de cette peur ou de penser que l'homme, en fait, ou la femme est un traître absolu, en fait, au bout d'un moment, c'est comme si cet entraînement-là ne vous était plus utile. Donc, comme cet entraînement-là ne vous est plus utile, vous n'attirez plus des situations comme ça. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes en fonction des individus que nous avons en face. Si vous êtes un être en manque de confiance, vous aurez tendance à attirer plutôt des personnalités de temps en temps qui vont être débordantes, pour vous mettre face à ça. Si vous êtes quelqu'un qui avait une illégitimité, si vous sentez illégitime, vous allez attirer des situations, vous allez attirer votre famille, vous aurez risqué d'attirer des collègues, des enfants, qui sont là pour vous mettre face à votre illégitimité. Et le problème, ce ne sont pas les autres, c'est votre illégitimité. Si à un bout d'un moment, vous commencez à être plus en paix par rapport à ça, à être plus tranquille parce que vous y êtes confronté, au bout d'un moment, vous n'attirerez plus ces situations-là. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. N'oubliez jamais que un patron, par exemple, il ne va pas être de la même manière avec tous ses salariés. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si Dieu le téléguidait pour qu'il soit ce qui est nécessaire pour pouvoir entraîner ses salariés. D'accord, tout ça c'est inconscient, d'accord, ça se fait à être confrontés face à quelque chose, soit leur perfectionnisme, soit leur exigence, soit leur propre peur d'eux-mêmes va faire qu'ils vont faire passer l'entreprise. Leur peur de ne pas donner une bonne image va faire qu'ils vont faire passer l'entreprise avant eux-mêmes très souvent. Ils vont faire plus d'heures que de raison. Ils vont s'asseoir des fois peut-être sur des heures, sur des congés. Ils vont se mettre la rate au courbouillon. La nuit, ils vont pas dormir parce qu'ils vont faire le programme de la journée de demain de peur que le patron ou un collègue lui dise t'as pas été au niveau, t'es pas bon ou t'as fait une bêtise, mais parce qu'on a peur de l'image qu'on renvoie. Vous voyez? Et donc vous allez attirer ou on va attirer ces situations jusqu'à temps qu'on soit sevré. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Dieu n'a plus besoin, ou l'univers n'a plus besoin de nous mettre en circonstance, il nous mettra toujours un peu, mais vous allez passer à notre entraînement. Voilà. Alors souvent il y a plusieurs entraînements dans un entraînement, parce qu'on n'a pas qu'une carence la plupart du temps, mais c'est pour comprendre l'idée. Donc ça c'est la base. Ça, si vous comprenez ça, vous savez comment vous exorciser d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout ce qui vous casse les bonbons, tout ce qui va générer du symptôme, tout ce qui va générer des situations des gens qui sont pénibles, et bien en fait pour s'en libérer, c'est la seule manière de fonctionner, c'est de comprendre que tout ce que nous rencontrons est dirigé à cette fin, des fins d'entraînement. Si cet entraînement-là, on le remplit avec succès, eh bien on n'a plus besoin, parce que quand on a eu 19 de moyenne, on ne va pas redoubler. Voilà. Ok, c'est très clair. Merci d'en rajouter sur ce thème 1000 fois abordé. Voilà. Question de Rem BBC. Penses-tu que tout le monde a au moins une fois dans sa vie une chance de réussir, ou alors le destin est tracé dès la naissance pour tout individu?
Cette question est extrêmement coquine parce que de temps en temps, c'est difficile de dire ce que moi je pense dans l'absolu parce les choses, on les rencontre en fonction de nous et de notre évolution personnelle et des fois, on se doit de l'éther. Des fois, honnêtement, c'est tellement prégnant, c'est tellement puissant ce que certains ont face à eux, j'entends comme complexité, que c'est vrai que des fois on se demande si, même si dans l'absolu on aurait tendance à se dire que la vie ne donne pas des choses qu'on n'est pas suffisamment fort pour affronter. Mais des fois, moi j'en doute. Voilà. On dirait que pour certains, des fois, on dirait que c'est au-dessus de leur propre force. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai pour certains parfois. Oui, et puis Je ne vais pas rentrer trop longuement. Déjà, la définition de réussite, selon l'individu. Oui, complètement, Déjà, parce que la réussite, elle est de faire ce que la vie attend de nous, c'est-à-dire nous sevrer, nous exorciser de nos paramètres complexes, hein, de notre manque de foi, de nos déséquilibres, de notre trop de masculinité, de notre trop peu de féminité, pour être des êtres un peu absolus. Si on est des êtres trop mous, être plus actifs. Si on est trop non violent, de devenir quelqu'un qui puisse faire face à la violence. Voilà, tout est en fait érigé et tout est conduit à cette fin. D'accord. Alors, Aston qui revient à la charge, qui nous dit, et donc si nous n'avons plus de peur, plus peur de rien, pardon, plus de souffrance, est-ce la fin du jeu? Que fait-on après? Bon, Adri, je pense que dans l'incarnation, t'es marron. C'est-à-dire que t'auras toujours à voir et à faire avec ça. Voilà, parce que c'est le jeu. On est là pour ça. Donc la vie fera toujours en sorte qu'on ait quelques degrés, justement, de manquant pour justement avoir un potentiel d'évolution devant nous. Voilà. Mais dans l'absolu, on pourrait se dire que c'est la fin du jeu vidéo, quoi. Ça serait la fin du jeu vidéo. Donc quand t'as fini le jeu numéro 1, mais il va falloir changer de jeu, quoi. Voilà, désolé avec la cheminée, le pull était franchement de trop. Je pourrais parler longuement de ça, mais c'est que je veux pas rentrer trop dans les détails parce que ça reste des sujets assez complexes et il y a tellement plus à voir en introduction de la mécanique de la vie. Surtout que là, c'est un sujet où dans l'absolu, on ne pourra jamais savoir la vérité, on pourra juste la projeter, la réfléchir, la penser. Mais dans l'absolu, il faut reconnaître qu'on ne pourra jamais le savoir si ce qui est vrai et faux là-dedans, quoi. Ok. Que répondrais-tu aux gens qui sont très attachés au besoin d'avoir raison? Au besoin d'avoir raison. En fait, moi j'ai rien à leur dire, ils font ce qu'ils veulent, hein. Le problème qu'il y a, c'est que l'absence de remise en question fait qu'à un moment donné, déjà la vie va les amener à déchanter, parce que ça va être le jeu, hein. Si vous êtes le programmateur, qu'est-ce que vous feriez au bout d'un moment à quelqu'un qui a beaucoup trop de certitudes? Vous le mettrez face à ça. Donc soit par l'humiliation, soit par la déconvenue. Voilà. Donc au bout d'un moment, c'est ce qui risque d'arriver à ce genre de personnes. Le truc surtout, c'est qu'on va, sans parler d'un extrême, c'est qu'on va passer à côté de l'évolution et de la raison, parce qu'en fait, la vie n'est pas fabriquée pour avoir des certitudes. Elle est fabriquée pour être nuancée. Simplement, on a créé un monde où on l'oublie parce que l'humain a formaté aujourd'hui la nature pour qu'elle lui obéisse. Mais je vous invite à tous à aller au fond du désert, aller au fond du Groenland et venez avec vos certitudes. Voilà. Ceux qui en ont en tout cas. Vous allez en mer, vous sortez avec force 8 là, vous louez un bateau et vous faites un mois en mer. Celui qui a des certitudes, il va mourir. Donc il faut avoir la certitude de la volonté, oui, mais en fait la certitude, la remise en question, elle est permanente dans la nature, parce que la confrontation, c'est s'adapter justement à ces paramètres-là. Donc la certitude est dangereuse à cette fin. Donc pour moi, c'est une erreur, c'est une énorme erreur. Alors souvent, c'est par protection que les gens vont avoir énormément de certitude. C'est une protection pour pas qu'ils soient mis à nu, hein, c'est une carapace. Voilà. Mais c'est une carapace qui est fragile parce que le but sera qu'elle soit rompue par la vie à un moment ou à un autre, quoi. Voilà, donc soit elle va nous rendre malades, hein, parce qu'en fait notre intérieur va être souffrant justement de cette certitude, parce que la certitude c'est comme si c'est quelque chose d'assez négatif, quand elle est mal placée en tout cas, et donc elle va nous contaminer un peu de l'intérieur. Soit sinon au bout d'un moment la carapace devra sauter, parce que la vie est là pour nous la faire sauter. Voilà. J'ai 2 questions depuis tout à l'heure qui sont dessous et que vous ne pouvez pas avoir. Vous voulez que je lise celle-là? Mais vas-y. Les amis, vous pouvez tous envoyer des questions en commentaire ou des sujets que vous aimeriez aborder.
Tu poses les questions et on te répond. Voilà, c'est ça. Comment trouver l'équilibre entre donner aux autres et donner à soi, étant quelqu'un d'assez empathique? Ça, c'est la question qui revient souvent, là, celle-ci aussi, on l'a abordée. C'est qu'en vérité, il faudrait toujours qu'il y ait une prédominance pour nous. Vous pouvez pas aller sauver quelqu'un correctement si vous êtes en PLS, parce que le sauvetage de l'autre va vous mettre en danger à vous. Ce qui fait qu'à la fin, il n'y a plus une personne qui va mal, il y en a deux. Ce qui est quand même extrêmement contre-productif. Donc j'ai envie de répondre à ça pour pas repartir longuement sur un sujet que j'ai déjà abordé. Il faut d'abord que l'on pense à nous, en fait. C'est-à-dire que c'est notre intégrité émotionnelle, physique. Notre envie est extrêmement importante et quand tout ça est réuni, on peut aller aider l'autre. Mais si on fait passer l'autre avant ce que je viens d'énumérer, eh ben c'est comme si on disait à la vie, je n'existe pas, l'autre passe avant moi. Alors ça, c'est très beau sur le papier, j'ai abordé avec X reprises une fois de plus, mais si vos paramètres vous ont créé comme ça, vous êtes juste simplement dans une forme destructrice. Vous êtes dans une forme de sabotage. Voilà. Ce n'est pas de votre propre volonté que vous le faites parce qu'en fait c'est écrit par peur d'être rejeté, abandonné, ce qu'on pense de vous, etc. Voilà. Donc l'équilibre, il doit surtout venir de notre tranquillité. Et si on est tranquille, on peut aller aider les autres. Mais il faut aussi comprendre qu'on n'est pas sauveur. Parce que celui qui, justement, aurait trop tendance à vouloir s'occuper des autres et sauver les autres, c'est comme s'il disait tout le temps à Dieu, t'inquiète, c'est moi qui vais faire le taf. Non mais en fait, si tu veux, si l'univers il veut sauver quelqu'un, il n'a pas besoin de nous-mêmes, quoi. Voilà. En tout cas sur le plan absolu je parle, voilà. Sinon vous allez me dire oui les pompiers, les médecins. Je parle sur le plan absolu. Dieu s'il veut il te fait croiser un médecin ou il t'en fait pas croiser, tu vois, parce que l'urgentiste qui vient, s'il veut, son camion il va pas démarrer, tout simplement. Ou l'accident que tu as eu, je t'aurais fait taper plus fort, par exemple. Voilà. Donc il faut quand même comprendre cette dynamique quand même autour, parce qu'elle est importante, parce que soit l'énergie est partout et dans tout, ce qui est le cas en science, soit elle est nulle part. Donc si elle est partout, ça veut dire qu'il y a de l'information partout, et s'il y a de l'information partout, ça veut dire que tout ce qui se passe est une volonté dans l'absolu. Avant que tu répondes à la seconde question, ce que tu dis de s'aider soi-même avant d'aider les autres, tu sais, j'ai eu un flash, ça me fait penser, tu sais, quand tu prends l'avion et qu'on te dit le masque à oxygène, avant d'aller aider les autres, mettez votre propre masque à oxygène. Ben voilà, on ne peut pas mieux le résumer que comme vient de le faire notre ami Michael. C'est extrêmement important, c'est la base, surtout si vous avez ces paramètres-là à la base. Alors là, il y a quelqu'un, il y a Shaina qui nous dit que penses-tu des kinésiologues qui reviennent en vogue d'ailleurs? Alors celui-là, de sujet, je vais en parler très longuement une fois, c'est juste que pour l'instant j'ai pris le parti de ne pas commencer avec ces sujets-là. Pour moi, je ne connais pas très bien la kinésio. J'ai très très bien connu des choses qui lui sont extrêmement cousines. Alors là, j'ai fait une grosse bêtise, les amis. Vous m'entendez bien depuis tout à l'heure parce que j'ai plus le micro sur moi. En enlevant le pull, j'avais oublié que je m'étais scotché sur le pull. Et là, j'ai fait mal. Il n'y a pas eu un mot sur le chat pour dire que ouais. Vous m'avez très bien entendu. Eh bien, décidément, c'est que le micro, il est top. Ah ouais, là c'est improbable. Improbable. Bon, kinésio. Kinésio, en fait, pour moi, ça reste un outil qui est assez cousin d'une forme énergétique. C'est-à-dire que l'on reprend mécanique de la vie, il faudrait que je regarde mieux sur la kinésio, mais pour moi, ça va être très énergétique quand même. Ça veut dire que plan spirituel, je le redis, mécanique quantique. Plan humain, monde physique. L'un et l'autre ne sont pas sont très différents parce qu'ils n'obéissent pas au même code de la route. Ça, là encore une fois, c'est vraiment le plus important. Quand vous essayez de comprendre une situation, essayez de voir quel est le code de la route de la situation que vous rencontrez. Est-ce que c'est le monde physique dont on parle ou est-ce que c'est le monde quantique dont on parle? En kinésio, normalement, c'est quand même assez énergétique. Donc, ça veut dire que ça va être régi par des lois quantiques. Maintenant, du moment que vous êtes dans le monde quantique, comme le code de la route est très différent, eh bien, il faut réfléchir de manière différente. Ça veut dire que le résultat et ce qui est autorisé à faire n'est pas le même.
Parce que dans l'absolu, dans le monde quantique, seul le neutre est positif, ce qui n'est pas le cas dans le monde physique. Je veux dire par là que si un kinésiologue, quand il vous teste, parce qu'un kinésiologue, il va vous faire des pressions, etc. Quand il vous teste, lui, en fait, va être influent. D'accord, il va influer sur le résultat, puisqu'en fait, quand il va exercer des pressions, en fait, sa psyché, sa croyance et son intériorité, puisqu'on est dans l'énergie, va influer le résultat. Parce qu'en fait, il ne peut pas être neutre absolu, parce que c'est un humain. Il a beau essayer, il ne peut pas le faire. Ce qui va faire que le résultat qui en découlera sera en partie orienté par ce qu'il est. Et donc, comme en fait, ce n'est pas un neutre absolu, donc ce n'est pas, je rappelle que dans la mécanique de la vie, seul le neutre est positif, parce que trop de plus, trop de soleil, c'est la mort, pas assez de soleil, c'est la mort, donc seul le neutre est positif. Et bien ce qui va se passer, c'est que comme lui n'est pas neutre absolu, ça sera forcément négatif ce qu'il va produire. Mais par contre, quand je dis c'est forcément négatif, c'est négatif à mon avis, je vous dis, sur la kinésio, à mon avis. Par contre là, dans ce que je viens de dire, j'englobe par contre tout le reste. Tout le reste. Que ce soit le Reiki, tout ça, pour moi, tout ça, c'est interdit par les lois absolues, j'entends. Voilà. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que le résultat peut être positif, c'est-à-dire que la personne peut se sentir mieux par l'effet de la kinésio, mais en fait, c'est un leurre parce que comme vous êtes dans le monde énergétique, le soin n'est pas donné par le soignant ou le thérapeute. Il est donné surtout par l'énergie, par l'égrégore quelque part du thérapeute, c'est-à-dire ce avec quoi il a un lien énergétique. Je ne veux pas aller trop vite, je pourrais aller à 10 000 à l'heure, c'est vraiment un sujet que je connais bien, mais je ne voudrais pas aller trop vite pour ceux qui sont les moins familiers avec ces sujets-là. Si bien qu'en fait, le résultat va être altéré, va être erroné, parce qu'en fait, il s'inscrit dans... C'est compliqué à expliquer. Il s'inscrit dans un temps spirituel. Ce que je veux dire, c'est que de suite, vous pouvez être guéri, et en fait, dans 6 mois, ça va être 10 fois pire. Parce que vous êtes dans le cadre quantique, dans le cadre quantique, le résultat est fonction de l'observateur. C'est-à-dire que si la personne qui veut vous faire du bien, il est sur Terre avec un programme de sauveur et qui veut vous sauver, en fait, il ne vous sauve pas, il ne veut pas vous aider pour vous, il veut vous aider pour lui. Parce que c'est son inconscient de souffrance qui lui dit va sauver les autres. Mais s'il fait ça, ça veut dire que c'est négatif. En faisant de la kinésio, qui est une forme énergétique, en fait, c'est de l'énergie qui va influer sur les résultats. Et donc, ça va produire des effets qui seront dans l'absolu négatif. C'est-à-dire que si vous vous sentez du mieux ou par la suite, vous avez fait une dette spirituelle. C'est-à-dire que votre tranquillité a été troquée par une dette spirituelle. C'est une dette que vous devrez solder plus tard. Voilà. Pourquoi ça serait interdit? Mais ça, j'ai essayé de répondre brièvement parce qu'on m'a posé la question. Mais un jour, je vous en parlerai. Je prendrai des heures. Voilà, et je mettrai l'intitulé pour que ceux que ces sujets n'intéressent pas, justement, ne s'embêtent pas à écouter ça. Voilà. Mais là, je vous le dis. Ce que je vous dis, si vous le réfléchissez de manière physique, vous n'allez pas comprendre. Il faut vraiment essayer de le réfléchir de manière quantique. C'est-à-dire que le résultat est fonction des observateurs. Donc le résultat vous est donné en fonction de paramètres multiples. Voilà. Vous n'êtes pas dans le monde physique où l'effet il est donné il est le même par tous les observateurs. Voilà. C'est un cadre qui est différent. Bon, je ne veux pas rentrer trop longuement. Si vous voulez rebondir là-dessus, vous me dites, mais il y a deux remarques à ce sujet. Vas-y, deux remarques. Là, il y a le Yotar qui dit si j'ai bien suivi avec les derniers lives, personne d'extérieur ne peut nous aider à évoluer, ni voyant, ni magnétiseur, etc. Et dans la même logique, dans la même remarque, il y a Aston qui dit les kinésiologues énergéticiens ont ces pouvoirs, c'est bien parce que l'univers leur a donné, non? Alors, excellente remarque les amis, vous obligez à rentrer plus en détail, j'aurais aimé faire le minimum possible, mais bon, tant pis. Yotar, t'as tout à fait raison. Ce qu'a dit Yotar est un excellent résumé, que j'aurais d'ailleurs dû faire, mais que j'ai peut-être fait antérieurement. Seul vous-même, vous pouvez vous aider. L'aide d'un autre, en fait, va être soumis à une dette, parce que vous n'êtes pas arrivé à solder vous-même. Donc c'est un crédit, d'accord? Si moi, demain, j'ai une dette à la banque, et que je suis pas capable de la solder, et que c'est un ami qui la solde à ma place, j'ai une dette envers mon ami.
Vous comprenez le truc? C'est la même chose pour la vie. Évidemment que demain, c'est pas de laisser sécher les uns et les autres, mais c'est de trouver un juste milieu entre aider l'autre et vouloir le sauver. Voilà, ou en faire trop. Seul un individu peut lui-même se sauver. Sinon, en fait, ça créera une dette qui sera transférée à une personne tierce. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans le monde spirituel, surtout, dans le monde physique, c'est pas pareil. Le médecin, il fait pas une dette à chaque fois, c'est un peu différent. Parce que les paramètres et le code de la route n'est pas le même, je l'ai déjà dit. Dissociez bien quand vous parlez du monde quantique ou du monde physique. Le médecin, parce qu'il veut vous sauver, c'est un peu différent. Voilà. Bon, il y a des similitudes, mais le code de la route est beaucoup plus permissif. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas sur une route non carrossable avec des arbres tous les 50 cm. Si vous roulez à 300 là-dessus, vous allez mourir en 2-2. Si vous êtes sur une piste de circuit qui le permet ou une piste d'avion, bon, rouler à 300, ça pose pas de problème. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc le monde physique, dans le médecin, n'a pas le même code de la route que le monde spirituel, donc c'est-à-dire énergéticien, chaman, etc. Donc Yotar, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Tu peux nous dire ce qu'il avait dit, tu peux nous le redire. Je peux pas remonter le chat, Mika, non, si mais tu peu peux importe, mais c'est exactement. Seul vous pouvez vous aider, et seul vous pouvez vous sauver. Voilà, ça c'est la base. L'extérieur ne peut ne peut nous aider à évoluer, ni voyant, ni Sinon, vous transférez le solde de votre crédit sur un autre individu. Donc ça, c'est clair et net. Et ensuite, il y a une autre question. Oui, c'est le fameux « aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà, exactement, Mika. Après, donc, Aston te disait, si les kinésiologues énergéticiens ont ces pouvoirs-là, c'est bien parce que l'univers leur a donné, non. Et il rajoute, un pouvoir, un don utilisé au service des autres devrait être récompensé. Alors, je vois ton sourire. Mais bien sûr, c'est Adri, mais c'est Adri. Merci beaucoup à Adri, je le dis en live parce qu'il nous envoie beaucoup de questions. C'est un généreux donateur de questions et je la remercie beaucoup pour ça. Adri, excellente question, tu as tout à fait raison. Bien sûr que je me la suis posée et même là-dessus, je suis allé beaucoup plus loin que me la poser parce que j'ai moi-même fait l'erreur. Donc, je parle vraiment en connaissance de cause. J'ai moi-même fait l'erreur. Donc, j'ai eu le temps d'éprouver le sujet. En fait, non. C'est-à-dire que vous remarquez, si vous passez beaucoup de temps sur ce sujet, il n'y a pas 36 solutions pour avoir ces pseudo-dons ou ce que vous voulez, d'accord? En tout cas, Adri parle de ça, donc on va rebondir sur les gens qui ont des dons. En fait, la plupart du temps, moi, je n'ai pas trouvé d'exception à ce jour. Il y a deux grandes possibilités pour avoir un don. Moi, j'ai reçu en cabinet, si je puis dire, en consultation, des gens qui étaient des thérapeutes, d'accord, qui avaient des dons. Et j'arrivais, je leur disais... laissez-moi deviner, alors ils me disaient qu'ils avaient un don, je dis laissez-moi deviner, peu de temps avant que ça se manifeste, il y a eu des merdes dans votre vie, aujourd'hui votre vie elle pue, elle est très compliquée et vous avez, c'est pas fluide quoi, et même pour de temps en temps en fonction des gens, je rajoutais même, vous avez même des symptômes, non? Ok. Je me suis, je crois jamais trompé en disant ça face aux gens que j'avais face à moi, hein. Bon, ce qui veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est la plupart du temps le cas. Et là, il me disait, mais comment vous savez? Comment je sais? Ben, parce que c'est tout le temps comme ça, si tu veux. Donc, c'est pas que je suis malin, c'est des probabilités. Voilà, c'est des probabilités, c'est tout le temps comme ça. J'y suis pour rien. Alors, quand c'est le début, non, mais quand ça fait un moment, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, c'est ce que je leur disais. Je lui disais, Stan, expliquez-moi. Vous avez un don de fou. C'est-à-dire, je vous parle de gens qui vous regardent, ils vous racontent, ouais, t'as vécu ça à 6 ans. Je vous parle de ça quand même. C'est pas des conneries. Même moi, qui suis issu de la psychorationalité occidentale absolue, j'étais obligé de regarder et de dire, ah ouais, quand même. Et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est ce que je leur disais. Je dis, donc, en fait, vous m'expliquez que vous, qui avez les dons de voir, de comprendre, de guérir, de machin, de bidule, donc c'est-à-dire vous êtes béni, vous êtes un putain de béni, et votre vie c'est de la merde et vous avez des symptômes, et moi je suis une grosse merde, et ma vie elle est douce, fluide, simple, d'accord. Donc en fait Dieu est un ingrat quoi. Enfin l'univers est un ingrat. En fait il vous rétribue parce que vous portez ses fruits et vous faites sa volonté, en vous occasionnant une vie une vie dégueulasse en fait. Donc c'est comme si demain vous êtes patron, vous avez 10 salariés, vous en avez un qui est atroce, hein, voilà, qui a un branleur fini, tape dans la caisse et tout, et lui vous l'augmentez en permanence. Et vous en avez un qui vous fait un chiffre d'affaires de malade, hein, il vous fait tourner 2/3 de la boîte à lui tout seul, et lui vous lui mettez des bâtons dans les roues. Bizarre quand même, hein, bizarre.
Ben, c'est ce que j'ai observé. Donc moi, le premier, j'ai été surpris du résultat parce que je n'avais pas d'a priori particulier par rapport à ça. Et ben je me suis aperçu que c'était extrêmement négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, les gens qui vont développer un don, c'est comme si c'était soit en fait de génération en génération, c'est-à-dire c'est une dette familiale qui est issue en fait de la souffrance des hommes. C'est un bug algorithmique, si vous voulez. C'est un artefact. C'est la non-acceptation d'un résultat dans l'histoire de l'individu familial qui conduit à ça. Je m'explique. Si demain vous perdez votre, je dis pas que c'est pas légitime, hein, d'accord. Moi je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Je vous dis ce que j'ai observé. Si demain par exemple vous perdez votre frère, d'accord, et vous n'arrivez pas à vous dire à l'accepter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, je veux parler à mon frère, putain, j'arrive pas à l'accepter, vous êtes malheureux, vous avez machin. Si le bien et le mal existent sur Terre, et c'est le cas, puis dans l'atome il y a du plus, il y a du moins. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Ben, c'est-à-dire que vous allez créer une énergie négative en vous, d'accord, qui va se densifier parce qu'avec le temps, elle va devenir de plus en plus puissante, d'accord, parce qu'en fait votre tristesse est de plus en plus grande. Donc c'est comme si vous condensez une énergie de souffrance à vous, et cette énergie de souffrance en vous, au bout d'un moment, vous allez créer, en fait, un condensé qui va à un moment donné avoir une force puisque vous l'avez galvanisé, si je puis dire. Et au bout d'un moment, cette énergie, elle va commencer elle fait partie de vous, d'accord, puisqu'elle vous appartient à la base. Et bien, en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que c'est cette création par la non-acceptation et notre manque de foi d'une situation, voilà, parce qu'on n'a pas accepté le deuil de mon frère, ce que vous voulez, qui va faire qu'à un moment donné, c'est comme si cette énergie allait vous dire, regarde comme la vie, elle est cruelle. Ça serait tellement bien si on pouvait aider le monde ou si on pouvait parler avec ton frangin. Vous voyez le truc? Et c'est comme ça qu'après, vous avez des gens qui, après des traumas, parce qu'en fait, il y a antérieurement à ceux qui ont des dons, il y a tout le temps des traumas. C'est comme si en fait vous étiez en situation de faiblesse, d'accord? C'est comme si la lumière en vous, elle était faible. Et comme vous êtes une proie facile, c'est comme les vautours. Les vautours, ils tournent pas autour d'un gibier en pleine forme. Hein. Ils tournent autour d'une bête qui est acculée, quoi, qui est en situation de souffrance ou en situation morbide. Ben là, c'est la même chose. Parce que vous n'êtes pas bien suite à un trauma, eh bien, en fait, l'énergie va vous proposer de développer des dons pour aider le monde. Voilà. Pour guérir. Pour lire l'avenir ou la vie des gens ou ce que vous voulez. Mais ce qui a donné à l'individu ses prédispositions et ses facultés trouve son origine dans douleur, souffrance, donc c'est une fréquence négative. Ça veut dire que quand lui va guérir, soigner ou médiumniser, je sais pas si ça se dit, et ben en fait il va le faire dans la fréquence qui lui a été donnée, c'est-à-dire négative. Donc ça devient le salarié du mal. Alors que lui il veut bien faire, ça n'empêche pas d'être une bonne personne. Mais il va faire l'objet du mal. Et c'est pour ça que ces gens-là, au bout d'un moment, comme ils polluent dans le monde spirituel, parce qu'on est dans le monde quantique, donc c'est pas le même code de la route, je l'ai dit tout à l'heure, ben en fait ce qui va se passer, c'est que comme c'est un pollueur spirituel pas interdit, je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, ils faisaient cramer tous ceux qui faisaient des trucs un peu bizarres, quoi. Dès que vous sortiez de la rationalité, ils faisaient cramer tout le monde. Je dis pas que c'est la solution, mais c'est ce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Ben en fait, ce qui va se passer, c'est que les individus vont se polluer. C'est pour ça qu'ils vont avoir des symptômes. Comme ils polluent le monde spirituel, au bout d'un moment, c'est comme si la vie lui faisait une sommation pour le sommet d'arrêter. D'accord? C'est comme quand, vous voyez là, j'ai une cheminée, je m'approche, quand je vais me cramer les doigts, c'est pour me faire comprendre que faut pas les laisser. Et ben ces gens-là, au bout d'un moment, vont finir par avoir des symptômes pour leur dire qu'en fait, ce sont des pollueurs spirituels qui doivent arrêter. Et c'est validé, je vous le rappelle, par les évangiles, parce que ce sont les faux prophètes dans les évangiles, et ce sont et c'est la même chose dans l'islam. Dans l'islam, faire des miracles est complètement interdit. Donc les grandes religions monothéistes valident en plus cette théorie. Mahomet s'oppose, je l'ai dit récemment je crois, c'est un ami musulman qui me l'avait dit parce que je ne lis que très peu, comme je le dis souvent, Mahomet interdit de faire le miracle parce qu'il dit que d'autres l'ont fait à sa place avant et que les gens n'ont pas cru pour autant. Donc il a dit moi j'en ferai pas.
Donc en plus c'est validé pour ceux qui sont croyants, ça vous fait prendre un raccourci, outre que les explications que je viens de vous donner. Mais un jour je rentrerai vraiment en détail, je passerai plusieurs heures dessus et je vous expliquerai tous les grands cas de figure et tout. Vous pouvez aussi rejoindre, parce que ça s'appelle rejoindre un égrégore en fait, c'est-à-dire que vous avez une énergie qui se condense et qui vous propose d'avoir des prédispositions pour sauver le monde, pour aider, pour ce que vous voulez, voilà. Et n'importe qui peut être tenté. Ne croyez pas que c'est très singulier, ça n'a rien de singulier. Si de même vous voulez trop, au bout d'un moment, ça se présente, ça risque de se présenter à vous d'une manière ou d'une autre. Je conseille à tous ceux qui ont ça de le refuser. C'est une tentation. C'est pour vous rendre unique, c'est pour vous rendre plus fort, c'est pour vous flatter votre ego, c'est pour sauver les autres. C'est vos patterns, c'est nos besoins, c'est un test, c'est une tentation. Voilà, vous êtes dans le désert, tiens, on pourrait sauver le monde. Voilà, on pourrait sauver le monde, ça serait génial. Ça s'appelle une tentation. Et la tentation, comme vous le savez, c'est pas la fréquence positive. Bon, voilà, je pourrais en parler très très longuement. C'était juste pour y répondre parce que c'est très important comme sujet malgré tout, parce que ça naît dans l'Occident en fait qui est sans repère. Ça naît d'un monde justement où la spiritualité et la compréhension du monde a disparu, et donc on est obligé de trouver des nouveaux stratagèmes, des nouvelles solutions à nos problèmes d'occidentaux. Voilà, c'est légitime, mais c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc regardez souvent la vie de ces gens et vous serez surpris de voir à quel point ils sont maudits, quoi. C'est triste, mais ils sont globalement assez maudits, quoi. Voilà. Et plus le temps passe, plus ils le deviennent. Ou sinon, c'est leurs enfants. Hein. Moi, j'en ai vu eux qui avaient moyennement de problèmes, alors leurs gosses catastrophiques, quoi. Parce qu'en fait, eux ont eu des problèmes, comprenez. Au bout d'un moment. La vie, elle va en avoir marre que vous fassiez des choses qui sont interdites. Elle va vous polluer. Donc, vous aurez soit une vie de merde, soit des symptômes, ce que vous voulez. Par exemple, vous continuez, vous arrêtez pas. Qu'est-ce que la vie va faire au bout d'un moment? Ben, vous allez, puisque vous n'avez pas d'égard pour vous-même, puisqu'en fait, on a beau vous mettre des symptômes, vous avez des problèmes sanguins et tout, alors que vous avez la ligne et tout, ben, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? C'est que ça va taper chez votre gamin. Parce que si vous n'avez pas d'égard pour vous-même, peut-être qu'il y en aura pour les enfants. Ce que je dis est infect, mais c'est ce que moi j'ai constaté. Donc, faut être faut pas prendre ces choses-là ou à la rigolade, hein, parce que là je vous passe les exemples, hein, mais ça n'a rien de drôle, hein, ça n'a rien de drôle. Pathologie très grave, hein, la dernière personne que j'avais vue, après j'ai arrêté pour diverses raisons parce que ça m'intéressait plus, avait fait 5 à 10 AVC, je me souviens plus, hein, voilà. Et le gars était médium. Libre à vous de savoir qui vous voulez servir, quoi. Il l'a pas vu venir. Non. C'est la dernière personne que j'ai eue qui était dans ce cas de figure. Okay. Voilà, j'ai 3 questions, mais à vous sinon les gars. Bon, vous avez pas pris un sujet réjouissant et je voulais aborder longuement un jour, mais il est très important, donc il vient là, je me dois quand même de donner quelques informations à ce sujet. Ah, c'était plutôt pas mal ta réponse. Alors, j'ai noté la question de Julien. Avant ça, Rem en a une autre. Comment se sauver soi-même de ses propres démons? Ça révèle de l'impossible pour la majorité de la population. Ça relève de l'impossible pour la majorité de la population. C'est vrai. Si tu veux, je peux parler 3 heures et à la fin, je te dis tout ça pour te dire, ouais, c'est vrai. Donc oui, effectivement, pour beaucoup, ça paraît extrêmement compliqué, mais à chaque jour suffit sa peine. Hein. On est parfois surpris des millimètres que nous avons parcourus quand on se retourne, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par faire des mètres et puis des kilomètres. Donc ne vous inquiétez pas, des autres ou de vous. Faites déjà de votre mieux, c'est déjà pas mal, parce que des fois, en fait, la plupart du temps, on est rétribué par la vie. Ça veut dire que ce que vous pensez être un pas, en fait, la vie vous en fera faire 100 et vous n'en serez pas aperçu. Donc ne vous embêtez pas de ça, faites ce que vous pouvez et ça sera déjà extrêmement profitable à vous comme à ceux qui vous entourent, parce que n'oubliez pas que ce que vous êtes va créer des paradigmes à ceux qui vous entourent. C'est-à-dire que si certains ont plus de prédispositions pour évoluer, ce qui va se passer, c'est que les gens de leur entourage, si eux sont en retard par rapport à lui, même si dans l'absolu on ne sait pas, on ne sait jamais combien de points on vient chercher, d'accord. Donc s'il faut, celui que vous pensez être derrière est largement devant vous, sur le plan absolu je parle. Donc là-dessus, voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous faites ce que vous pouvez, mais pensez bien que le comportement de ceux qui vous entourent sera téléguidé en fonction de ce que vous aurez à sevrer, d'accord. Votre enfant aura un comportement qui sera là pour vous ramener à quelque chose de vous.
systématiquement, d'accord, comme vos parents, comme vos amis. Donc, si vous changez, votre environnement change de manière positive malgré tout. Voilà, parce que eux vont être, comme je vous dis, téléguidés pour créer justement des situations pour se rencontrer. Voilà, et des situations pour surtout vous confronter. Donc, changer comme ça, votre entourage devient plus simple et plus agréable, et donc ça vous est profitable. Voilà. Parce que si en fait, pour que vous compreniez, je sais pas moi, que votre colère elle est trop grande et que vous le comprenez pas, et qu'en fait votre enfant à l'école il fout le bordel, il tape sur tout le monde parce qu'en fait vous avez la haine. Bon, c'est pas très agréable quoi au bout d'un moment, parce que ça fait que si nous on n'a pas sevré, ça va aller se répercuter ailleurs, faut le comprendre. Voilà, parce que les dettes se donnent de génération en génération. Voilà. Donc il faut essayer de le faire pour faciliter les choses. Alors, je vais te poser, ça tombe bien, t'es le chef pour les transitions involontaires. Ouais. Tu parles de colère, qui est un des plus gros pollueurs qu'on puisse avoir. Julien qui nous demande d'où vient la colère et comment l'outrepasser contre soi, contre les autres, contre le monde, etc. Et après, il précise, pour rebondir sur ma question, s'apparente-t-elle, donc la colère, à une dette que l'on doit payer, héréditaire ou non? Bah en fait, la dette c'est une conséquence, c'est pas une cause. Hein. Une émotion n'est jamais une cause, hein. Elle est toujours une conséquence. Donc attention de pas vous faire leurrer là-dessus. Hein. Celui qui pense que son problème c'est la colère, non, le problème il est plus profond. La colère est que l'expression de ce quelque chose. Donc et toutes les émotions c'est la même chose. Hein. Voilà, ne croyez pas que l'humain est pas si compliqué que ça. Hein. Il a 2-3 points qui sont le début de la fuite. En fait, il y a une fuite majeure, hein, et elle va se répercuter à différents endroits. D'accord, c'est comme en politique aujourd'hui, on vous explique 10 000 problèmes. Ouais, mais en fait, il y en a 5. C'est juste que si tu regardes comment ça marche, c'est pyramidal. Le monde de la législation et le monde de la politique. D'accord. Si vous regardez ce qu'est l'origine, en fait, on nous parle tout le temps de conséquences, mais l'origine, ça va être l'Union européenne, ça va être l'euro, ça va être le pouvoir monétaire, ça va être des choses comme ça. D'accord. Ça, c'est cause. En fait, il y a 6 causes pour 10 000 conséquences. Une émotion, il y a 10 000 émotions pour 5 causes, en vérité. Voilà. Donc, il faut trouver la cause. La cause, c'est tout ce que vous voulez. Ça va être le sacrificiel, ça va être la trahison, ça va être ne pas se voir suffisamment dans l'autre. Hein, ça, c'est un paramètre très important. Ça va être un trop gros degré d'intolérance. Voilà, ça va plus ressembler à des causes. Ou sinon trop de polarité masculine, trop de polarité féminine, voilà, tout ça c'est des équilibres. Et en plus, tout ça est accentué par, et ça c'est un phénomène qui est très important. Tout ça, ça va être j'ai oublié ce que j'allais dire. J'étais sur après, du coup j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, pardonnez-moi, ça peut arriver de temps en temps. Donc voilà, ne confondez pas les causes et les conséquences. Donc comment faire, choper les causes, écoutez l'ensemble du contenu. Normalement, vous aurez de nombreuses pistes. Regardez où votre comportement est trop déséquilibré. Regardez, essayez de faire grandir votre confiance, donc votre foi, et augmenter votre degré de discernement. Voilà, essayez que la raison prenne de plus en plus de place dans vos décisions, dans votre quotidien, etc. Et surtout, quand il y a quelque chose, soyez valeureux. Il faut, quand vous galérez à faire quelque chose, quand vous voyez fuir, quand vous voyez, il vous faut au bout d'un moment essayer d'aller contre ça. C'est fondamental. Voilà, c'est vraiment la base. Si vous n'agissez pas là où c'est difficile, hein, comprenez qu'il se passera rien. Parce que si c'est facile, c'est que c'est pas là. C'est un leurre, en fait. La vie vous amène ailleurs pour que vous continuiez à épouser votre pattern. Voilà. Votre fidélité à la souffrance, quoi. Parce qu'en vérité, l'humain est, le plus gros problème de l'humain, c'est lui-même, hein. Chaque individu, notre problème, c'est nous. Nous attirons des situations parce que nous avons quelque chose. Ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Les situations ne sont pas présentées parce qu'on n'a rien à voir avec elles. Elles sont présentées parce qu'on a à voir. Voilà. Et cherchez dans votre jeunesse ou chez vos parents, grands-parents, faites preuve d'imagination parce que leur vie n'était pas la nôtre, hein, la société a changé. Mais quelqu'un qui vient de guerre, d'accord, ou d'un univers de violence et de confrontation à l'extérieur, essayera encore dans son existence de trouver d'autres guerres à mener. Parce que c'est son paramètre, le combat. Il a ça en lui, donc il va toujours chercher des causes. Hein. Voilà, chercher des causes. Sans parler que ça va être quelqu'un qui veut tuer les autres, pas forcément. Mais il va toujours chercher des causes à défendre, quoi. Voilà, tout simplement. Ça marche. Dans la même idée.
J'ai une question de Jean. Comment être sûr que l'on est sur le bon chemin? J'entends par là, comment reconnaître les signes qui nous disent que l'on s'améliore, que l'on progresse dans notre vie? Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est la mutualisation de ce que je viens d'énumérer, en fait. Justement, Voilà. C'est la mutualisation de ce que je viens d'énumérer. qui Essayez puisse d'écouter faire l'ensemble du contenu. C'est vraiment important. C'est pas pour faire 4 vues de plus. Évidemment, on en a rien à faire. Vous voyez les statistiques, vous voyez les chiffres. Il y a 500 ou 600 vues par vidéo. C'est ridicule. Donc, c'est pas la question. C'est juste pour essayer de faire un transfert de connaissances pour que si ça parle à certains, ça puisse améliorer soit leurs conditions et puis ce que surtout demain, ça fasse boule de neige parce que on peut tous se mutualiser ou ça peut aller encore à de tierces personnes, quoi. Et c'est tout l'intérêt. Donc discernement, équilibre, foi. Équilibre est évidemment le plus difficile à comprendre. La foi, on peut juste se légitimer à en recevoir plus parce que même quand vous faites de votre maximum. Et donc c'est l'équilibre quelque part qui est le plus important parce que c'est lui qui va vous légitimer à recevoir plus de discernement et plus de foi. Mais pensez bien que quand vous acceptez, d'accord, les règles du jeu, c'est-à-dire que vous êtes là pour être curieux, on est là pour évoluer, eh bien en fait la vie vous aidera. Si vous pouvez vous poser une question, c'est certainement qu'il y a la réponse quelque part sur Terre qui est accessible. Voilà. Simplement, n'oubliez pas que le temps n'existe pas au plan supérieur. Ça veut dire que notre impatience terrestre et le temps est un paramètre terrestre. Dans l'absolu, le temps n'existe pas. Donc, dans 1 mois, 5 ans, vous aurez peut-être la réponse. Moi, je suis sidéré, mais vraiment, voilà, je suis sidéré de choses qui me paraissaient complètement inatteignables ou impossibles. Et des années plus tard, même si dans l'absolu, je peux pas savoir si j'ai raison, en fait, j'ai tous les éléments qui m'ont amené à penser quelque chose. Et il y a quelques années, j'aurais jamais pensé. Mais je l'ai pas fait pour trouver la réponse, je l'ai fait parce que ça m'amusait. Je me suis amusé. J'ai joué à un jeu et en fait, on m'a offert un jeu. La copine de ma mère, c'est comme si une copine de votre mère vous offre un jeu que vous connaissez pas. Vous dites c'est de la merde. Puis en fait finalement vous l'essayez, vous aimez bien et un jour en fait vous en êtes fan. Voilà, c'est exactement ça. Moi j'ai 3 questions les amis dessous. Vas-y, écoute. Allez. Alors désolé à ceux qui ont entendu. Vu que nous l'avons nous-mêmes créé, ou l'entité pour nous ou contre nous. J'ai pas compris, Tom. Faudra que tu me redises parce que du coup, comme j'ai pas répondu immédiatement, je sais plus de quoi tu me parlais. Ok. Désolé pour l'attente, les amis. C'est juste que comme on n'a pas répondu de suite, je sais pas de quoi nous parle Tom. Alors, Tom nous demande que penses-tu de la présence importante de la technologie dans notre société, néfaste ou non? Ben, c'est toujours pareil, c'est le problème de tout. Je crois que c'est Einstein qui disait que le problème c'était pas l'énergie atomique mais le cœur des hommes. Je pense que dans ce qu'il a dit, il y avait tout. C'est-à-dire que le problème c'est à quelle fin est mise la technologie. Le problème aujourd'hui c'est que comme on est dans l'outrance technologique, en fait on s'est un peu déconnecté de la réalité et des limites quelque part de l'humain et de la Terre elle-même. C'est-à-dire que on a créé un monde qui ne peut plus se passer de ressources, mais en même temps laisser limiter, ce qui est un immense paradoxe. Donc la technologie d'une part a ses propres limites et quelque part aujourd'hui on est un peu en train de les atteindre. Mais bon, là on s'éloigne un peu de la mécanique de la vie. Mais par contre là où la technologie pour moi est très intéressante, c'est quand elle est quelque part un faux prophète. Ça veut dire que plus vous êtes dans une société qui s'est suradaptée, plus vous êtes dans une société où on essaye de tout expliquer, plus on est dans une société qui est devenue confortable, plus vous êtes dans une société qui est sécurisée, plus en fait la spiritualité diminue d'importance. Parce que à l'époque, quand les gens avaient peur, ils s'en remettaient, ils savaient jamais s'ils allaient croiser plus de fauves qu'eux n'étaient nombreux. Et donc là, vous faites quoi? Vous en remettez à la conscience supérieure, à Dieu ou à l'univers, parce que vous savez pas si vous allez gagner. Mais une fois que vous avez goudronné tout ça, que vous avez mis des services publics, une fois que vous avez mis des docteurs, une fois que vous avez mis des médicaments, etc. En fait, Dieu ne vous sert plus. Donc à partir de là, moi je trouve que la technologie est extrêmement importante parce que elle est un paramètre qui permet justement d'égarer un peu plus les hommes. Et donc je pense que c'est super parce qu'elle remplit parfaitement sa fonction. Elle aurait pu être quelque chose qui justement a amené l'humanité à son apogée, c'est-à-dire une apogée de pacification et de tranquillité, parce que justement on n'a plus à avoir des grandes abominations, on n'a plus à avoir des grandes familles, on n'a plus à avoir de mornées régulièrement. Donc quelque part
la science aurait pu être l'apogée de l'humanité. Et comme toujours, parce que c'est des hommes qui avaient entre leurs mains, eh ben on en a fait quelque chose de beaucoup moins propre que ce que je viens de l'énumérer, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Oui, par exemple, pour la télévision, on peut dire que plus la technologie avance, plus l'image est nette, plus ce qu'on y voit n'est pas net, justement. Ouais. C'est bien synthétisé par Mika. Tom, si tu peux me préciser, vu que nous l'avons nous-mêmes créé, ou l'entité l'a voulu, pour nous, ou contre nous, je sais pas trop de quoi tu parles là. Ou si peut-être il me faudrait un peu de temps pour y réfléchir, mais je voudrais pas faire attendre tout le monde. Est-ce que vous avez une autre question? J'essaye de décrypter ce qu'on m'a dit. Désolé pour l'attente, les amis. J'ai une question d'Aston. Sinon, que penses-tu des rêves? Alors on y a répondu. Ouais, Adri, t'as la réponse qui sera publiée d'ici une semaine ou 15 jours. On l'a mis dans une vidéo, donc je vais pas le dire. Ça arrive, hein. Ça arrive très prochainement. On l'a faite, cette vidéo, elle sera publiée très rapidement. Vous cachez des vidéos, donc je sais pas on cache des vidéos. On cache des vidéos, les copains. Ouais. Et sinon, écoute, je pense que je suis arrivé au bout. Alors envoyez encore des questions dessous si vous voulez. Peut-être encore une. Comment garder le goût de la vie si on se sèvre de tout? Si on se sevre de tout. Ah ben ça aussi on l'aborde dans ces vidéos. Non, parce que ça en fait c'est le petit short que j'ai publié sur Insta. C'est parce qu'en fait ça c'est une pensée qui est légitime. J'ai eu la même très longuement. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est régi par les émotions. Quand on pense qu'on sera sevré de tout, on se dit qu'on n'aura plus de plaisir à rien. Et évidemment, quand on a eu l'habitude de fonctionner comme ça, c'est logique de le penser. Mais parce que l'émotion est une nourriture. On a besoin de se nourrir de quelque chose de positif, parce qu'en fait, on a des moments qui sont difficiles. Donc, il faut contrebalancer avec justement quelque chose qui a des apparences ou des sensations positives, voilà. Et donc quand on se sauve de tout, ce qui se passe, c'est pas qu'on n'a plus goût à rien, c'est qu'en fait, simplement, les choses nous font monter beaucoup moins haut, mais aussi nous font descendre beaucoup moins bas. Ce qui fait qu'on est dans une forme un peu contemplative, quoi. Voilà, il y a un côté un peu enfant, mais qui serait plus un enfant, mais du tiers-monde, vous voyez. Voilà, qui sait beaucoup plus simplement accueillir, qui sait beaucoup plus simplement se contenter et contempler, voilà. Donc c'est pas que en fait on n'a plus de plaisir, on en a toujours, mais en fait c'est juste qu'on ne fait plus ça, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus oscillatoire, voilà. Et donc c'est beaucoup plus plaisant, hein. En vérité, il y a une constance qui est 100 fois plus agréable que celle des montagnes russes, voilà. Mais ça, obligé de croire sur parole. Moi honnêtement, hein, voilà, aujourd'hui c'est un peu comme ça que moi je ressens les choses. C'est pas parfait, je reste un humain, de temps en temps je peux avoir, mais c'est devenu assez rare. Honnêtement, je pense que ceux que j'ai croisés qui de plus en plus dessiné vers ce profil-là, c'est beaucoup plus agréable à vivre, hein. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à vivre. Donc j'espère que tout le monde tend peu à peu à ça, et ça se fait petit à petit, et c'est beaucoup plus agréable honnêtement que le système des émotions, qui est en fait un espèce de gigantesque gouffre que l'on veut remplir. Voilà, okay. Alors pardon, je visais les questions en même temps, si Clément a autre chose. Non, d'accord, donc c'est juste qu'en fait, comme ça répond plus à une sorte de besoin, ou à un vide, ou à un manque, comment dire, c'est moins, on en est moins dépendant, quoi, finalement. Oui, complètement. Oui, puisqu'on est sevré, donc on n'a plus besoin de positif. Vous voyez le truc. Comme vous êtes sevré de votre mauvaise sensation ou de vos mauvais sentiments, en fait, quand vous avez faim, il vous faut remplir de nourriture. Si vous avez plus faim, vous avez plus besoin de nourriture. Mais vous vous dites, mais si j'ai pas de nourriture, oui, mais si t'as pas faim, c'est la même chose. Ok. Mais par contre, ça fait plaisir de manger une saloperie sucrée, ça fait plaisir de manger un bon repas de temps en temps, parce qu'on reste des humains, quoi. Tu vas l'accueillir de manière un peu plus légère. Et, voilà, c'est que c'est plus doux, voilà, l'accueil est plus doux. Bon, j'ai épuisé mes questions, en tout cas. Et le chat n'en donne pas. Ok, écoutez, moi j'en ai une encore, sinon, écoutez, ça fait 1h30, donc c'est pas mal sinon, et si vous avez un dernier sujet, vous envoyez, sinon les amis, on ira à notre deuxième partie de soirée, tous autant que nous sommes. Comment peut-on se sortir de nos vices omniprésents et faciles d'accès aujourd'hui? Fumer, ok, je passe le reste, parce que c'était... quelque part, nos pseudo-vices, ce sont des exutoires, ce sont des révélateurs, ce sont des
Ce sont des, ce sont des balances quelque part. Ce sont des choses que qui trouvent leur origine dans nos douleurs et nos souffrances. Donc l'idée c'est pas de se passer de nos vices. Nos vices sont l'expression de nos problématiques. La cigarette montre que nous avons un côté par exemple autodestructeur, d'accord? C'est-à-dire on consent nous-mêmes de faire rentrer du négatif à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire qu'il y a des choses de notre vie qu'il serait préférable de s'occuper parce que cette espèce d'auto-sabotage, cette forme autodestructrice, eh bien, elle va trouver son origine dans des souffrances de notre vie, d'accord? Donc, soit on s'occupe de la cause, et auquel cas, le jour où vous voulez arrêter de fumer, ou voilà, je dis ce qui m'a été dit, eh bien en fait, ça sera beaucoup plus facile parce que ce qui vous poussez quelque part à votre autodestruction, c'est amenuis. L'influence que ça a sur vous, c'est amenuis. Donc fumer s'avérera infiniment plus facile pour quelqu'un justement qui préalablement aura pris le temps de diminuer l'influence de sa souffrance intérieure. Voilà, ça rendra les choses extrêmement plus faciles. Donc occupez-vous autant que possible. Occupons-nous des causes, faisons de notre mieux, et parce qu'en fait on a joué au jeu de la vie, elle nous occasionnera des facilités, et c'est comme ça qu'après, comme on est plus apaisé, la clope, pourquoi la plupart des gens y retombent? Parce que le stress il est toujours là, c'est énormément à cette fin, quoi. C'est énormément à cette fin. Et là, en plus, on parle en connaissance de cause, puisque on a, sur les 3, on est 2 à avoir fumé, à avoir arrêté il y a complètement, à peu près. Complètement. Ouais, bien sûr, les amis, il faut être des humains, il faut faire des conneries, etc. Donc, clairement. Et si la plupart qui rechutent, c'est parce qu'en fait, ils vont rentrer en situation de stress, etc. Mais si vous êtes occupé de diminuer le stress dans votre existence, arrêter de fumer sera beaucoup plus facile. Et c'est la même chose pour le sexe, etc. Qui étaient les autres questions qui étaient posées, voilà. Bah, ce sont des exutoires, hein. C'est-à-dire que comment en fait on a un vide intérieur, les occidentaux, une forme autodestructrice. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour ressentir la vie en nous, on va aller chercher des exutoires, on va aller chercher de quoi se remplir, on va aller chercher de la vie partout. C'est pour ça que souvent les gens qui auront été bercés dans des vies un peu trop faciles, hein, on va vraiment stéréotyper. Ceux qui ont de parents un peu trop aisés vont peut-être parfois plus facilement tomber dans des extrêmes, parce que justement, comme tout leur a été donné, il faut un extrême pour qu'ils puissent ressentir quelque chose. Voilà. Et même quand on va sauter en parachute, en vérité, et là je fais un lien avec Baptiste qui nous dit qu'on étudie le pouvoir du moment présent. Oui, je ne l'ai pas lu, mais je sais de quoi il parle. J'ai lu 20 pages. J'ai compris de quoi ça parlait. En fait, le moment présent, c'est quoi? C'est on vous dit si vous si vous squeezez votre passé, votre futur, vous n'êtes plus que dans le présent. Donc, comme vous ne comparez plus à ce qui est passé et ce qui pourrait être, en fait, vous êtes dans une continuité de perfection, ce qui est logique puisque si vous comparez pas, tout est bon. Hein. Si on vous donne que seul aliment dans votre vie, vous pouvez pas vous dire que tel ou tel autre est mieux. C'est logique. Bon, là-dessus, c'est vrai. Le problème, en fait, du moment présent, c'est une réalité, je pense. Et là, je reviens à ce que je disais il y a 2 minutes, c'est-à-dire ceux qui vont aller dans l'excès. L'excès, c'est quoi? Ça va être, par exemple, vous sautez en parachute. Pourquoi quelqu'un va sauter en parachute? Parce qu'en fait, par l'extrême qu'il va ressentir, pour moi en tout cas, c'est comme si ça allait couper ses pensées du futur et ses pensées du passé, d'accord? C'est-à-dire que l'intensité de ce qu'il est en train de vivre concentre toutes ses pensées et son énergie dans le présent. Ce qui fait qu'en fait, il devient, en étant si près de la mort, il devient immortel, ce qui est un paradoxe absolu, d'accord? Mais c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il est dans une espèce de profond présent, voilà, parce que ça éteint presque le cerveau du futur et du passé, voilà. Et donc là, c'est le pouvoir du moment présent. Pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire arrêter la projection future, arrêter la comparaison passée et être dans une continuité absolue. Le défaut de ça, c'est la limite que trouveraient les individus, c'est que c'est un refus d'incarnation. Pour moi. Donc au bout d'un moment, ce qui se passerait, comme en fait vous n'auriez plus besoin de rien, vous serez dans une espèce de forme contemplative, eh bien vous serez dans un refus d'incarnation, et en plus il y aurait une forme de déconnexion. C'est-à-dire que c'est comme si votre partie spirituelle devenait beaucoup trop prédominante, par rapport à votre partie physique, incarnée. Parce qu'en fait c'est comme si le corps et l'esprit se dissocieraient beaucoup trop. L'esprit aurait pris en fait beaucoup trop de puissance et de force dans votre incarnation. Donc ça serait un déséquilibre
déséquilibre. Et c'est pour ça que pour moi, le pouvoir du moment présent est bien philosophiquement à comprendre, mais dans l'absolu, pour moi, il est négatif. Et d'ailleurs, je sais pas, tu nous diras, Baptiste, je sais pas si le mec à la base, d'ailleurs, n'était pas très mal avant d'émettre cette théorie et de la développer. Et je crois que le mec était très très mal dans sa vie. Il me semble. Bon, après, des fois, dans la douleur, on peut comprendre des choses fabuleuses. Et moi, ce que je veux dire, c'est que comprenez, le mec va mal. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mal. C'est mon histoire tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Des vautours. Une proie facile, le mec est fragile. Qu'est-ce qui se passe? Les vautours viennent, donc c'est-à-dire des pseudos négatifs, et donc son négatif intérieur, donc à cet individu, va lui proposer d'aller mieux. Ça se fait pas comme ça, hein, c'est pour que vous compreniez le sujet. Et bien en fait, pour que cette personne arrête de souffrir, c'est comme si la vie, son négatif intérieur, allait le déconnecter, d'accord? Elle va le déconnecter de sa forme incarnée, c'est-à-dire de sa perception de la réalité. Elle va le mettre dans une autre réalité. Mais comme ce n'est pas de sa propre initiative, de sa propre construction, eh bien en fait c'est négatif parce que c'est une énergie de souffrance qu'il a produit à sa place. Vous voyez. Bon, je connais pas l'histoire de ce mec, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Et c'est là où finalement ce qui pourrait avoir des apparences positives est en fait amené par la fréquence négative et par une déconnexion. C'est une déconnexion volontaire de sa propre fréquence négative pour en fait lui le sécuriser. Voilà, c'est tellement douloureux ce qu'il vit que c'est comme si il y avait un interrupteur, une soupape de sécurité qui le déconnectait de cette réalité qui lui déplaît tant et qui va le mettre dans une continuité, dans un présent absolu, mais qui est un leurre complet, qui va l'égarer. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas, ça serait peut-être intéressant, mais il est possible qu'après, si ce que je dis est pas faux, mais après je connais pas toute l'histoire, que plus tard il a eu des grosses emmerdes. Voilà. Et notamment physiques, symptômes physiques. Baptiste confirme qu'il était très malin. Et ça serait intéressant de savoir, après qu'il ait écrit ses bouquins, s'il n'a pas eu des gros problèmes médicaux. C'est fort probable. C'est fort probable. Bon, en tout cas, c'est très probable. À voir. Alors, question suivante. Ouais. Évidemment, il faut qu'elle tombe sur moi. Que penses-tu de l'alimentation végétarien, vegan, est-ce positif? En fait, c'est pas un sujet que... Moi, c'est un sujet qui m'a jamais énormément intéressé pour une chose. Je suis désolé pour ceux que ça embête, mais moi, j'ai toujours privilégié l'état émotionnel. Comprenez un truc. Si vous mangez que du super aliment, c'est-à-dire vous allez on a un ami nous qui est maraîcher et qui est bien au-dessus du bio, d'accord. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. Si vous mangez la bouffe de mon pote là, qui fait des graines ancestrales, d'accord, des vieilles papas de l'hybride dégueulasse, qui cultive sans le moindre produit, qui fait tout à l'ancienne, qui a tout à la main pratiquement, et minimum mécanisé, qui ne laboure plus, etc., qui fait des systèmes de bac, etc. Bon, bref. Mais si vous mangez le meilleur des aliments, d'accord, ce qui est le cas du sien, qui est pollué au minimum de ce que vous pouvez vous proposer le 21e siècle en France, mais que quand vous bouffez votre aliment, en fait, votre aliment rentre dans votre corps qui est bourré d'acidité parce qu'en fait, vous êtes pétri de stress, d'angoisse ou de ce que vous voulez. En fait, c'est de la merde. Vous voyez le truc? Donc moi, la bouffe, c'est le truc où je suis de très loin le moins rigoureux dans ma vie. Je suis très mauvais à ce sujet. Mais aussi parce que moi, j'ai privilégié la puissance en fait de l'intégrité émotionnelle et spirituelle aux entrants. Parce que moi, je préfère rentrer une bouffe qui de temps en temps est merdique, ou même régulièrement merdique, dans un corps qui est dans une énergie qui est extrêmement puissante et dense. Parce qu'en fait, c'est un corps qui est apaisé, un esprit qui est apaisé, crée un corps qui est extrêmement puissant. Parce que vous êtes dans une symbiose, d'accord? C'est pas mes angoisses ou mon stress qui me bouffent. Voilà. Donc si je mange des aliments qui sont génialissimes et que je les fous dans un bain d'acidité, en fait, à la fin, j'ai perdu mon temps, quoi. J'ai juste dépensé du pognon pour rien. Voilà. Donc c'est positif, mais pour moi, ce qui doit prédominer, n'oubliez pas que vous
Vous êtes des êtres qui sont aussi énergie, hein, comme dans l'atome, il y a de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre corps est capable de tout prendre et de tout filtrer s'il le veut vraiment. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait il y a un océan de positif dans votre intériorité. Si votre corps est souffrant parce que votre état émotionnel envoie des informations contradictoires ou négatives à votre corps est souffrant, donc il peut pas être au maximum de ses capacités, et donc il n'est pas en capacité donc de filtrer correctement vos super aliments. Donc je pense que la bouffe c'est un leurre. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas bien manger. Moi, ça fait partie des choses dans le futur où vraiment je voudrais manger beaucoup mieux, parce qu'en fait plus vous évoluez, plus on va être exigeant vis-à-vis de vous. C'est le jeu. Mais ne faites pas. Ça sert à rien que vous emmerdiez à bouffer bien si vous êtes souffrant émotionnellement. Enfin, oui, ne faites pas les deux à la fois, parce que ça fait beaucoup après, évidemment. Je dis pas ça. Mais ne pensez pas que la bouffe va vous disculper, quoi. Vraiment pas. Votre état émotionnel, si votre corps, vous prenez quelque chose de très négatif et que votre corps est parfaitement centré à si je puis dire, l'énergie divine, si je puis dire, votre corps, il se remettra à toutes les saloperies que vous bouffez, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Oui, pour résumer, l'équilibre émotionnel et énergétique prévaut sur l'équilibre alimentaire, quoi. Complètement. Ouais, clairement. C'est pour te rassurer. Ouais, parce que Mika, vous le voyez pas, mais Mika est quelqu'un qui est en surpoids, justement. Et c'est quelqu'un qui, quand il fait des analyses, a des analyses qui sont exceptionnelles, qui sont même impensables en vérité quand entre l'un et l'autre, voilà. Et il est cet exemple-là. Mais par contre, il sait très bien qu'au bout d'un moment, la vie on peut te prendre un exemple, je crois. Hein, je te fais pas d'affront. La vie lui donne un capital et du crédit parce que justement, c'est quelqu'un qui a su très bien évoluer sur le plan personnel, émotionnel. Donc, elle lui donne un crédit en lui disant vas-y, t'as déchiré, t'as fait le taf. Du coup, je continue à te donner des bonnes analyses et tout va bien, alors qu'en vérité, ça devrait pas aller parce que ton corps est en mesure de faire ce taf-là. Mais au bout d'un moment, c'est-à-dire ce crédit, ce pardon qui lui est donné, ça va finir par lui péter à la gueule. Et évidemment, c'est le jeu, d'accord. C'est pas parce qu'on vous a donné du sursis que vous pouvez pas aller en prison. C'est ça. C'est le jour où vous prenez une autre condamnation, mais en fait vous faites la condamnation plus le sursis. Exactement. Qui était prévu. Exactement. Voilà. Donc oui, c'est vrai que si vous jouez au jeu, tu sais où tu dois relier les trucs entre deux colonnes. Vous mettez mes analyses et mon gabarit d'un côté. À aucun moment vous avez l'idée de relier les deux. Hein. Alors, on va passer à la question suivante. Alex qui nous dit bonsoir David et l'équipe. Je crois qu'étymologiquement, une émotion veut dire qui met en mouvement. Quand je me projette sevré de tout manque, douleur ou souffrance, j'ai plutôt une vision de dépression que d'épanouissement vis-à-vis de la vie. Oui, mais normal, mais c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Je sais pas si tu avais pu l'entendre, si tu nous avais rejoint, je l'ai abordé tout à l'heure. C'est simplement parce qu'en fait, c'est la projection. Si un jour t'as bouffé un putain de bon burger, que c'était la première fois de ta vie, et que 2 ans plus tard, c'est un autre mec qui l'a cuisiné et que tu le trouves dégueulasse, hein, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui était faux? Bah, c'est juste parce que t'as projeté ce que tu connais. Tu vois le truc? Et l'émotionnel, c'est ça. C'est qu'en fait, on projette ce qu'on connaît. On croit que parce qu'on est apaisé, bah, en fait, on n'a plus de sensations agréable, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est toutes les sensations qui sont agréables en vérité. Là je vous parle, je suis pas en train de vous parler d'un absolu, d'accord, soyons nuancés, hein, d'accord. Simplement c'est pour vous dire que on rentre dans quelque chose de plus doux, voilà, on rentre dans quelque chose de plus doux, de plus continu, de plus agréable, voilà, on arrête les énormes montagnes russes, voilà, c'est ce que je veux dire par là. Mais parce qu'en fait on projette quelque chose qu'on ne connaît pas, ou quelque chose qu'on n'imagine pas vraiment, voilà, c'est pour ça. Question de création de Mimi. Peut-on harmoniser les émotions avec les fleurs de bac ou est-ce également un leurre? Pour moi, c'est un leurre, à mon avis. Voilà, moi je pense que c'est un leurre complet. Ça, c'est un sujet sur lequel moi j'ai été mis par la vie. J'y ai pas cru d'entrée. Hein. Je suis quelqu'un qui pensé que c'était plutôt faux, hein, parce que je suis quand même quelqu'un qui admet qu'il peut se tromper. Donc j'ai pensé que c'était plutôt faux. Pourquoi? Parce que je vous parle vraiment dans l'absolu. D'accord? Je vous dis pas que quelqu'un qui pour le moment est selon le moment de votre vie que vous trouvez, ça pourrait fonctionner. Mais dans l'absolu, pour moi, ça serait faux. Pourquoi? Parce que si vous comprenez qu'en mécanique quantique, entre deux choses, il y a toujours quelque chose. Ça veut dire que dans l'absolu, tout est relié. Ça veut dire que que tout est une fréquence, d'accord? Puisqu'il y a toujours quelque chose entre deux choses. Comprenez qu'une fleur de bac, elle existe quelque part sur Terre. Mais si entre deux choses, il y a quelque chose, ça veut dire que dans l'absolu, je parle bien dans l'absolu de manière quantique, vous êtes relié à la fleur. Donc ça veut dire que si en fait, la vie
parce que vous avez fait ce qu'il faut. Dieu, il dit, tu vas guérir, parce que tu as fait le taf. Je parle dans l'absolu, hein, soyez sympa. Et bien en fait, tu peux prendre en fréquence et t'as pas besoin de faire preuve de quoi que ce soit. Tu vas pas faire des rituels, tu fais rien du tout. Mais c'est juste que la vie te concerne la guérison. Ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, si nous faisons ce que la vie attend de nous, elle nous rétrocédera, elle nous récompensera par la guérison, l'apaisement, qui se fera par fleur de bac, par rien du tout, Nous, on a juste besoin de mettre des termes. Et donc moi, je pense dans l'absolu, c'est faux. Voilà, je pense qu'en fait, un corps est capable de se soigner en fréquence, voilà, si je puis dire. Mais je parle vraiment dans l'absolu, hein, on n'allait pas faire ça demain. C'est juste que quand en fait nous ne connaissons, en fait nous ne reconnaissons que ce que nous connaissons, ça veut dire que quelque part notre intérieur va être informé de ce que nous avons pensé ou compris. Si nous rentrons dans un monde plus complexe, où nous comprenons des choses plus subtiles, et bien en fait tout peut changer à ce moment-là. Voilà. Et donc ça c'est le but, et donc je pense que la fleur de bac, pour moi à mon avis, ne sert à rien dans l'absolu. Voilà, parce que votre corps est capable de tout produire lui-même, tout simplement. Ça me paraît, entre deux choses, il y a toujours quelque chose. Il peut aller chercher n'importe quoi qu'il a besoin tout seul, si la vie lui consent de se relier à ça. Mais si, pour vous relier à quelque chose qui vous sonnerait, d'accord, je parle vraiment de manière, faites preuve d'imagination et d'ouvrir le champ des possibles. Ah merde, il y a un truc avec la voix, il nous dit Johan. Attends, est-ce que c'est moi qui ai un... Ça fait peur dans quel sens? Moi, j'espère qu'on n'a pas le micro qui a chié. Attends, je vérifie. Non, normalement c'est bon. Mais vous nous direz si vous aussi vous avez des soucis ou si c'est Johan. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que si votre corps veut aller chercher sa guérison dans la nature, comme entre deux choses, il y a toujours quelque chose. Eh bien, en fait, il est capable d'aller chercher ce truc-là. Voilà, tout simplement. Non, j'ai pas d'écouteurs. Non, il posait la question à Johan. Ah merde, ça part dans les graves d'un coup. Ok. Aucune idée les gars, j'ai rien qu'à bouger, et en plus la dernière fois ça s'est fait un peu dans le même timing, ce qui est bizarre. Tu veux qu'on te passe le micro peut-être? Attendez, vous allez me dire les copains si c'est mieux avec celui des garçons, je suis désolé. Voilà, c'est un micro, est-ce que là c'est mieux, vous m'entendez mieux? Ok. Tango, je sais rien faire, moi, t'es un fou, toi. Les gars, vous êtes fous. Vous croyez que je sais ce que c'est des graves, moi? Ouais, je connais des mecs graves, mais moi, je comprends à tout ça. C'est le chien, ça, les gars, c'est pas qu'il y a... non, désolé, on va essayer de reprendre. Et là, c'est passé ou pas? Vous me dites, hein, j'ai rien fait, ceci étant dit. C'est bizarre que ça soit en fin de soirée. Est-ce que c'est au bout d'un certain temps? Bon, vous me direz. On enchaîne? Allez, on enchaîne. Hein. Alors là, il y a justement Alex qui nous pose une question dans le chat. D'accord. Alors, si on est dans un cas où l'on gagne sa vie décemment, on a son petit confort, doit-on ignorer ses émotions qui nous aspirent à plus? Attends, redis-moi parce que je lisais ce qu'il nous disait sur le téléphone. Alex qui demande, si on est dans un cas où l'on gagne sa vie décemment, on a son petit confort, doit-on ignorer ses émotions qui nous aspirent à plus? Oui, alors non, il faut pas le petit confort gare à lui, parce que le problème c'est que n'oubliez pas que vous êtes sur Terre pour évoluer, c'est-à-dire que le confort qui vous est consenti peut vous être repris, parce que vous pouvez être dans un confort qui est un confort matériel, vous pouvez même être dans un confort qui est familial, mais un jour, si la vie a besoin, parce qu'elle considère que vous n'êtes plus dans ce qu'elle attend de vous, eh ben ça peut vous faire justement, elle va vous extraire de ce confort-là. Donc peut-être vous aurez tout ce qu'il faut sur le papier, et vous êtes profondément malheureux, et c'est quelque chose qui est, vous le savez, je l'apprends à personne, qui est très courant en Occident. Hein. Voilà, ça c'est d'ailleurs le problème numéro 1 de l'Occident, c'est qu'une fois que vous avez acquis toutes les promesses qu'on avait à vous offrir, eh ben vous vous retrouvez justement à avoir cet état un peu de vide ou de tristesse, et vous savez pas d'où ça vient. Mais parce qu'en fait il y a un changement à occasionner, voilà. Ok, donc en gros, oui, comme tu l'as déjà dit, l'émotion est une information. L'émotion est une information pour vous sommer de comprendre ou de changer quelque chose, voilà. Après, il faut aussi avoir de la détermination, c'est-à-dire que plus vous allez évoluer, plus quand vous allez avoir une sensation émotionnelle, eh bien, il vous faut faire preuve de force et de fermeté pour justement ne pas vous abandonner à votre sensation, et voilà. Mais par contre, votre sensation est quand même une information à considérer, à prendre en compte, voilà, parce que c'est certainement l'invitation à procéder à un certain changement, quoi.
Oui, voilà. On vous dit pas de les ignorer, on vous dit de limiter l'impact négatif que ça peut Ouais, avoir sur vous, complètement. On enchaîne avec Aston, pardon, on revient à ta question avec un peu de retard. On dit qu'on est la somme de nos habitudes. Est-ce une des solutions pour évoluer, donc de mettre des habitudes en place? Non, moi je pense que justement les habitudes c'est un manque d'adaptabilité. Donc moi quand je vois les conseils coaching sur internet et les mecs qui vous disent de créer une discipline, alors oui dans un temps pourquoi pas, mais globalement non parce que dans l'absolu, je parle encore dans l'absolu, ça veut dire que vous avez besoin, vous n'êtes pas adaptable, hein, d'accord? Des habitudes c'est l'inverse de l'adaptabilité. Donc si vous commencez à avoir besoin de créer des habitudes de partout pour créer votre propre bien-être, ben vous êtes tributaire de vos habitudes. Ça veut dire que si demain le bon Dieu il passe, il dit copinou, on va voir si t'es adapté. Je te change ça, tu fais quoi? Ah oui, mais ce matin j'ai pas eu le temps de faire ma méditation, ma lecture positive. D'accord. Tu fais quoi? Vous voyez le truc? Bon là j'exagère, je caricature, mais c'est pour comprendre l'idée. Ça veut dire que l'adapter, il doit pouvoir être mis dans plus ou moins n'importe quelle circonstance et que ça pose pas de problème, voilà. Et donc moi je pense qu'il faut pas du tout ritualiser, bien au contraire. Après évidemment il y a des choses qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins, mais il faut aussi se créer cette vie-là. C'est-à-dire que il faut créer une vie qui est adaptable, il faut créer une vie qui est convergente avec vos aspirations, voilà, autant que possible. Parce qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, voilà, être libre quand on vit en ville, ou c'est plus compliqué que quand on vit dans des plus petites bourgades ou à la campagne, voilà, parce que l'influence des charges comme du rythme du quotidien est plus complexe évidemment. D'accord. Attends, j'avais une question de Gabin qui te demande, bonjour, un avis sur Sylvain Tesson, ça donnait au bon, se reconnecter à notre épigénétique. Merci. Sylvain Tesson, ça te parle? Je sais pas qui c'est, je crois que j'ai entendu ce nom, mais je sais pas qui c'est. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un topo viteuf sur Sylvain Tesson? Voilà, il précise, ça donnait au bon, se reconnecter à notre Alors épigénétique. Tango Bravo, c'est notre poteau du son. Les amis, quand vous avez Notre un ingé problème, son. hein, c'est notre ingénieur son. Merci. En tout cas, merci à toi, t'assures, parce que moi, je suis une grosse bille, je comprends chi. Voilà. Donc, tu déchires. Les amis, apparemment, c'est le plus savant d'entre nous à ce niveau. Ou peut-être je fais un jure à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas là, merci de ta contribution, parce que je suis incapable. Et pour rebondir sur ce qu'Aston disait, en fait, vraiment, si tu as une habitude que tu dois prendre, la seule qui est autorisée, on va dire, Ouais. c'est de probabiliser, en fait, chaque fois, qu'est-ce qui va t'adoucir la vie ou qu'est-ce qui va te la rendre plus compliquée, en fait. Ouais, mais les amis, comme toujours, c'est ce que dit Mika, c'est très juste. Hein, c'est si vous avez peur de parler à votre femme parce que vous avez peur de vous faire embêter, si vous osez pas ouvrir votre bouche dans certaines circonstances, si vous manquez de confiance, si ce que vous voulez, faites tout pour foncer dans ce qui vous fait peur, foncez pour aller dans ce qui vous enchante vraiment, voilà. Soyez courageux, en fait, faut être courageux. Mais courageux, c'est pas être une tête brûlée, c'est faire ce qui nous est difficile. Moi, je connais des types qui sont des putains de guerriers. Je pense à deux, ils arrivent pas à parler à leur mère. C'est-à-dire le gars, vous lui mettez 10 types, hein, il en a rien à foutre, hein, voilà. Il va y aller tout seul, alors que c'est très bien qu'il va se faire crever, hein. Mais voilà, il a les burnes grosses comme l'océan, mais parler à maman, non. Vous comprenez le truc? Je fais pas un dessin, c'est super simple d'expliquer comme ça. Et ben c'est ça, c'est précisément ça. C'est-à-dire que il faut faire ce qui est difficile, quoi. Et ce gars-là se gâche la vie parce qu'il y a deux trucs qu'il devrait faire et il le fait pas. Tout ça parce qu'il a peur de ce que maman va passer lui, alors que c'est un petit peu qui a plusieurs gamins et qui a 40 balais, quoi. C'est comme ça. Tango qui régale. Mettez tous en neutre. D'ailleurs, c'est le sujet de l'équilibre. Voilà, c'est pour ça que la vie, elle vous y écoutez, les amis. La validation, elle est là. Équilibrez votre vie Voilà. jusqu'au son de En votre fait, vous ordinateur. entendez, voilà, vous voyez, ça c'est validation absolue. Tango, Tu régales. ils viennent pas raffer. Sylvain Tesson, les amis, s'il y en a un qui veut nous faire un topo, ou sinon peut-être Mika ou Clément, si pendant ce temps il y en a un de vous deux qui arrive à sortir viteuf ce que ce monsieur pourrait raconter, je sais pas du tout, moi. On va regarder ça. Et s'il y a quelqu'un qui a un sujet, de toute façon on tardera pas parce que, en fait, nous on fait un week-end prolongé avec les deux oeuvres, et donc du coup, après on
on pressentait à mettre un film avant d'aller au lit. On va faire les couches tard, mais on veut bien, s'il y a une paire de questions sympatoches encore, faire des prolongations. Bon, alors il n'y a pas de question, mais je suis obligé de te dire ça. Ouais. Tom Roof qui dit il est mi-homme, mi-ours, je suis sûr. En parlant de toi. Ouais, mi-ours. Ouais, j'aime bien cet animal, c'est bien les ours. Ouais, c'est bien l'ours. Ours, écureuil, lion. Ouais, moi je pense que c'est mes 3 préférés. J'aime bien écureuil si je veux. Je dirais que ça va être un peu compliqué de trouver un résumé sur Sylvain Tesson, tu trouves pas de suite. Est-ce que quelqu'un peut nous dire Sylvain Tesson en 4 lignes et pour répondre à la question qu'on a eue. Et est-ce que vous avez un dernier sujet ou 2 questions de plus, les amis? Et sinon, on va se tirer mutuellement nos révérences, même si on n'a pas de chapeau. Oui, même si c'est pas une question, juste un sujet à lancer peut-être. Ouais, ce que vous voulez. C'est quand même mieux un feu que ma gueule, hein. Sans déconner. Pardon? C'est mieux un feu que ma gueule quand même. Oui, non, mais c'est bien. Tant que tu portes le bonnet, ça va. Bon les amis, là vous arrivez dans un temps faible puisque mon ami Clément essaye de comprendre qui est Sylvain Tesson, qui est la question C'est qu'on un nous a écrivain, posée. a priori. Il a Écrivain dû- aventurier qu'il faut absolument lire. D'accord Gabin. Il raconte quoi ce monsieur? C'est bien déjà écrivain aventurier, normalement L'aventure, c'est bien. Déjà. on s'y attend pas, tu vois. Un écrivain... Alors, il a écrit un livre dans les forêts de Sibérie. D'accord. La Panthère des Neiges, donc il a dû passer, c'est où? C'est en Himalaya, pas loin de ça, je pense. D'accord. Sur les chemins noirs et une vie à coucher dehors. Bon, a priori, ça a l'air d'être un baroudeur, le gars. Ok. Bon. Bon, moi je t'avoue, lire un livre ça va être compliqué, mais ouais, parce que c'est comme si la vie m'avait fait une soupape, c'est-à-dire à la 3e page, mes yeux se ferment et je dors, c'est mathématique, le truc, c'est assez déroutant. On se le met de côté, on va enquêter. Mais ouais, j'essaierai de regarder si tu veux, j'essaierai de regarder. Non, ce qui est intéressant, c'est les synthèses, ça serait les synthèses que ce monsieur a eu, à la limite, si tu peux nous dire 2-3 de ces grandes synthèses, à ce Sylvain Tesson, c'est cool, quoi. On demandera à ChatGPT. Voilà. Je sais pas l'utiliser, mais je te fais confiance. Ah. Bon, les amis, écoutez, apparemment, il n'y a pas de dernière question ou dernier sujet. Allez, on attend 1 minute maximum de plus. Et sinon, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live, dans tous les cas. 30, ouais, merci encore à tous d'avoir suivi ce live. Merci de nous suivre, merci de suivre la mécanique de la vie. N'oubliez pas, essayez de regarder l'ensemble des contenus sur YouTube. Vous l'avez aussi en podcast sur Spotify, parce que ça permet justement de se tenir à jour. N'hésitez pas à, comment ça s'appelle, à bien suivre, et à noter les questions si vous en avez d'autres, et voilà, et à nous les faire passer. Merci à tous en tout cas. Alex a une question. Alex, dis-nous Alex. Si on fonce et qu'on se trompe, doit-on prendre en compte le risque de conséquences irréversibles? Exemple, engagement public. Bien sûr, ah oui, d'autant plus. En fait, c'est très simple. Saussud nous dit quoi? Donc il y en avait un après dans ça. Ouais, en D'accord. parlant de ce fameux Sylvain, je pense. D'accord. Est-ce que cet accident, et on te répond ensuite Alex, est-ce que cet accident il l'a eu avant justement qu'il écrive ses bouquins et qu'il démarre cette vie, ou il l'a eu pendant ou après? Ça, Si c'est un déclencheur peut-être. Ouais, c'est un souvent déclencheur. ça d'ailleurs. Donc Alex, pour répondre à ta question, est-ce que si on fonce et qu'on se trompe, doit-on prendre en compte le risque de conséquences irréversibles? Exemple, engagement public. Évidemment Alex, tu as tout à fait raison, puisque plus vous prenez de risques, plus les probabilités, si vous voulez, que vous devez réunir doivent être élevées, d'accord? Si demain vous devez sauter en parachute, vous allez faire en sorte d'être à 99,9. 9, et plus il y aura de 9, plus ça vous sera confortable. Vous voyez l'idée? Si vous voulez sauter alors que il y a très mauvais temps et tout, le 99,9 peut passer à un 70, etc. Ok? Donc ça veut dire que plus vous vous exposez ou plus le risque est grand, plus la probabilité qui est doit être grande que ça se passe bien. Donc ça c'est clair et net. Donc pensez bien justement quand vous prenez des risques à maximiser toutes les chances de votre côté que tout se passe bien. Ça c'est vraiment la base quoi. Donc engagement public, ouais complètement. Moi là où je vous parle, mais j'ai mis des années avant d'ouvrir ma bouche parce que je voulais vraiment que tous les éléments soient réunis pour que justement ce soit pas une contre-volonté, que ce soit pas un ego, que ce soit pas un besoin, que ce soit pas un leurre, vous voyez. Donc je vous parle, mais j'ai peut-être mis entre le premier jour on m'a dit tu devrais faire et j'ai fait, il a dû s'écouler, je sais pas, peut-être 7 ans, je sais pas. Ouais, je dois avoir dit 30 5 ans, ou j'avais 6, 37. mais ouais. Ouais,
ou 5 ou 6, voilà. Parce que justement, il y a des fois où il faut vraiment réunir tout le truc pour pas être dans la projection de tout ce que je viens d'énumérer. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Tango Bravo, notre ingénieur officiel du son. Ouais. Admettons, nous trouvons l'équilibre, et si dans le trop, on a la chance que ce soit de la passion, et dans le moins bien, on a de bons réflexes. Est-ce un stade où c'est la vie et puis c'est tout? Je te la relis. Si dans le trop, on a la chance que ce soit de la passion, et dans le moins bien, on a de bons réflexes. Est-ce un stade où la vie c'est tout? Où c'est la vie et puis c'est tout. Ah non, mais pour trouver un équilibre, il faut aller dans le trop et dans le pas assez. C'est le jeu. Et donc, c'est la vie, clairement. Donc là, c'est la recherche de l'équilibre. La recherche de l'équilibre se fera toujours dans un trop et dans un pas assez. Je pense que si vous voulez créer un plat et vous voulez commencer à gagner vos lettres de noblesse, normalement, un bon cuistot, il va goûter son plat. C'est-à-dire qu'il va trouver l'équilibre. Et que c'est comme ça qu'il va assaisonner en fonction de cet équilibre-là. Donc évidemment que de temps en temps, quand il aura créé ses plats, il en aura mis trop, il en aura mis pas assez. Voilà, et c'est comme ça qu'il va trouver des équilibres qui sont de plus en plus satisfaisants. Donc c'est le jeu, c'est clairement le jeu, et donc c'est clairement la vie. Et donc Tango, c'est extrêmement, à mon avis, bénéfique et c'est extrêmement normal d'être dans un trop et d'un pas assez, parce que ce sera la rencontre des deux qui t'amènera à cet équilibre. Mais cet équilibre, il sera toujours un équilibre qui sera passager, parce que celui qu'on te demande d'avoir aujourd'hui n'est pas forcément celui qu'on te demandera d'avoir dans 2, 3 ou 4 ans. Surtout que, comme on a dit, en tant qu'être humain, on ne peut pas atteindre le neutre absolu, en fait. Oui, le neutre absolu, pour moi, un humain ne peut pas toucher un neutre absolu. Voilà. Il peut avoir un très proche, mais le neutre absolu, je pense qu'à l'état incarné, c'est même pas le but. Parce que ça voudrait dire que vous ne pouvez plus évoluer. Vous voyez le truc? Donc je pense que le neutre absolu pour un humain, théoriquement, ne devrait pas être atteignable, parce que ça veut dire que vous n'êtes plus dans le processus d'évolution, et donc il vous faut sortir du processus d'incarnation, donc mourir. À mon avis, ça serait logique, quoi. Ça me fait penser un peu comme un enfant qui va chercher les limites. Alors bon, lui, il se fait sommer par ses parents, mais il va chercher les limites et au final, oui, mais bien sûr, il va obtenir un c'est ce que fait un gosse toute sa vie. équilibré. Parce que n'oubliez pas, toute la vie est là pour nous enseigner ce que nous devons comprendre d'elle-même. C'est-à-dire que nos interactions, notre travail, nos familles, nos enfants, nos amis, notre maison, le fonctionnement de la matière pour les artisans ou pour les bricoleurs, vous verrez, il n'y a que tout ça. Ce ne sont que des indices subtils pour comprendre les mécanismes plus complexes de l'existence. Voilà. Mais il y a des indices dans tout ce que je viens d'énumérer. C'est vraiment important de le comprendre. Voilà. Sylvain Tesson, du coup, est-ce qu'on sait à quel moment il a eu son accident? Parce que ça, c'est intéressant. Sinon, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir fait le taf, ce monsieur. Donc merci à tous, en tout cas, une nouvelle fois. Normalement, moi, j'ai plus de questions dessous. On avait répondu à tout. On est bon aussi. Eh ben, écoutez, on a une question c'est Yoris. Ouais, Salut, comment Yoris. Savoir si la vie nous réserve un avenir radieux? J'adore ce que tu fais. Merci à toi, merci à vous tous pour les gentillesses en tout cas. La vie nous réserve un avenir radieux. Eh ben, mon ami, celui qui te... Non, c'est... Tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir parce que si justement tu voulais t'en prémunir, ça veut dire que tu fais pas confiance. Tu fais pas confiance, ça veut dire que tu violes une des lois fondamentales, parce que ça veut dire que tu respectes pas le bon Dieu. Et donc à partir de là, c'est une fréquence négative. Et donc ne cherche pas à le savoir. Part du principe que tu feras de ton mieux et parce que tu feras de ton mieux, ça se passera bien. Et à mon avis, c'est la meilleure salut que tu peux te rendre quelque part. Voilà. Donc évoluer, jouer au jeu de la vie, essayer de comprendre justement ces quelques règles qu'on essaye de donner par rapport à la mécanique de la vie, hein, l'équilibre, l'augmentation de la foi, donc de la confiance, et agir de plus en plus avec raison, donc le discernement, maximiser tout ça, et comme ça, normalement, vous devriez vous prémunir et justement, Loris, t'offrir cette vie de tranquillité, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ce que l'on a projeté, d'accord, je l'ai déjà dit au tout début, ce que l'on projette, on le fait toujours si demain moi je me dis il me faudrait tel genre de maison à tel endroit avec une femme qui soit comme ci comme ça, avec des enfants qui j'aimerais se comportent comme ça, avec tel genre de bagnole, vous voyez ce que je veux dire, un travail qui soit ceci cela. En fait, j'ai projeté. Et du moment que j'ai projeté, j'ai créé une espèce d'édifice. Et cet édifice, il est pas adaptable parce que c'est ma projection. Donc si je fige ma projection, dit qu'il y a changement, il y a des illusions.
Donc le mieux c'est de pas projeter. Et si j'ai projeté tout ça, c'est parce que j'avais des besoins, j'avais des manques, je voulais des sous, je voulais de la sécurité affective, je voulais de la tranquillité émotionnelle parce que mes gosses et ma famille se comportent bien. Vous voyez, donc c'est des peurs et des besoins qui m'ont fait ma projection. Donc ça veut dire que si je crée cette vie-là, demain admettons j'ai tout ce que je viens d'énumérer, eh bien en fait c'est mes peurs, mes besoins qui m'ont donné cette vie. Et donc c'est une fréquence négative puisque c'était des peurs et des besoins. Donc une fréquence négative qui vous a amené l'entièreté de votre vie. Si au bout d'un moment vous commencez pas à prendre du recul et vous dire ok, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, je vais essayer de m'adapter malgré toutes ces faveurs qu'elle m'a faites la vie, et bien à un moment donné vous risquez d'avoir des bugs parce que vous aurez peut-être tout ça, j'ai énuméré juste avant, vous risquez de vous retrouver dans un profond vide intérieur parce que vous allez être très malheureux parce que vous n'aurez pas joué au jeu de la vie, vous aurez acquis vos projections, c'est tout ce que vous aurez fait, donc vous aurez acquis vos propres peurs pour vous sécuriser, mais vous ne serez pas adapté aux règles réelles de l'univers et de ce qui vous entoure. Donc vous n'aurez pas fait ce que la vie attend de vous, et à ce titre, ça résonnerait dans une forme négative, quoi. Voilà les amis. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis une fois de plus. Excellente soirée. Ce live sera très certainement. On a une dernière question. Bon les amis. Ne posez plus de questions, on traite les deux qu'on a reçus, et les trois. Allez, stop, à partir de maintenant, à partir de Johan. Tout le monde va avoir la deuxième partie de soirée. Je suis sûr qu'il y a une camping paradis qui traîne, vous allez vous régaler. Non, allez, on fait 5 minutes de plus, les amis, on répond à ces deux questions parce que l'hotline est en place ce soir. Et après, on vous abandonnera pour ce soir. Bonsoir, pouvez-vous me reparler des habitudes s'il vous plaît? Je souhaite en instaurer certaines qui me semblent positives pour ma santé. Sport, alimentation, optimisation du sommeil. Faut-il fuir ces habitudes? Non, il ne faut pas, Johan, il faut surtout pas fuir ces habitudes, mais il ne faut pas en fait qu'elles te possèdent. Tu vois, il y a des personnes, moi j'ai fait beaucoup de sport à des périodes. Moi ce qui m'a donné beaucoup d'énergie à des périodes, c'était parce que justement je me régalais. J'étais pas dans l'outrance, mais je me souviens d'une période où je travaillais énormément. Je démarrais à 8h, je finissais tous les soirs à pratiquement 21h et vraiment je courais, littéralement toute la journée je courais. Et le soir, c'était un été, je vis dans le sud de la France, on faisait des grillades jusqu'à 2h du matin. Et je faisais ça pendant jusqu'à 2-3h du matin, j'étais aux grillades et le matin je partais bosser jusqu'à 21h le soir. Et j'avais une énergie de fou parce que justement le soir, le fait de me régaler avec les copains, ou moi je buvais pas particulièrement d'alcool ou quoi, même pas du tout je pense, mais le fait de se régaler, de vraiment de profiter de la vie faisait que la vie me rétribuait en me donnant beaucoup d'énergie parce que justement je me libérais l'esprit tous les soirs et je me régalais, je travaillais beaucoup mais je me régalais aussi beaucoup, ce qui fait que je n'avais pas besoin d'énormément de sommeil. Donc après oui, au bout de 3-4 jours évidemment j'étais raisonnable parce qu'on a quand même un corps physique, on doit l'entretenir, et donc là j'allais au lit à 10h ou à 11h, je me levais à 7h30 et je faisais 8h30, 9h de sommeil et comme ça je récupérais, voilà. Donc c'est comme ça que j'alternais. Donc il faut quand même pas être possédé par ses habitudes, il faut rester adaptable, mais c'est toujours bien évidemment de conserver du sommeil, un peu de sport et une alimentation plus saine. Mais tout ça, ne vous trompez pas. Vous pouvez faire tout ça et vous avez des tonnes d'exemples où les mecs à la fin ils sont bourrés de pathologies ou de malheurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas la solution. Ça fait, c'est la cerise sur le gâteau. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si vous mettez les meilleurs aliments du monde, mais car par votre stress, vos aliments baignent dans de l'acide, parce que votre stress occasionne beaucoup d'acidité, ben vos aliments qui sont géniaux deviennent de la merde parce votre corps n'est pas capable d'en faire ce qu'il doit. Donc ne vous y trompez pas. C'est d'abord de vous que vous devez à vous occuper, même si les habitudes au début peuvent être positives parce que ça permet d'initier un certain changement, quoi. Voilà. On a une autre question, vous, juste en dessous de ça, je crois qu'il y en avait une autre. Attends, hop, je la retrouve. Ah, les peurs font partie de la vie, non, c'est ça? C'est ça. Ouais. Les peurs font partie de la vie, c'est elles qui nous animent et nous font bouger. Ouais, t'as tout à fait raison. Oui, les peurs nous font bouger, elles nous animent. Mais en fait, il faut pas se tromper entre un exercice et la vie. C'est-à-dire que c'est un exercice pour s'adapter à ses peurs et pour bouger. Mais ces peurs qui résonnent comme un exercice, plus tard,
n'auront plus d'intérêt. Voilà, donc ne restez pas trop longuement. Si elles sont toujours là ou qu'elles durent trop, c'est parce que le changement n'a pas été opéré ou suffisamment opéré. Voilà. Et pensez que notamment concernant les peurs, faites ce que vous pouvez pour en affronter certaines et créer une vie justement où on n'a plus besoin de vous mettre face à ces peurs. Hein. La peur d'être rejeté par exemple, ou la peur de ce qu'on pense de vous va faire que vous allez attirer des situations comme ça autour de votre existence. Et donc quand vous allez vous ensevelir, elles vont parce que vous en aurez plus rien à faire, parce que vous aurez gagné en force et vous ne penserez plus que c'est les autres qui déterminent qui vous êtes vraiment. Et bien quand vous serez arrivé à ça, ces peurs-là en fait vont disparaître. Mais après il y a des peurs plus viscérales qui elles vous seront amenées parce que vous aurez fait un effort. C'est-à-dire que je fais que le dire, hein, mais la vie, parce que vous aurez produit cet effort-là, que d'affronter, vous dira bravo mon grand. Voilà. Je vais te donner le tableau d'honneur. Voilà, t'as bien travaillé à l'école, tu t'attendais pas, t'as un cadeau surprise, t'as la play. Voilà, c'est bien mon grand. Voilà. C'était pas prévu, c'est pas ton anniversaire, c'est pas Noël, mais tu m'as fait plaisir. Donc tiens. Voilà, c'est dans cette dynamique-là. Oui, après, je pense que tu peux faire une petite nuance entre les peurs rationnelles et les peurs émotionnelles. Par exemple, j'ai peur de me faire écraser. Ma raison me dit que je vais pas traverser une autoroute à pied, quoi. Voilà, donc évidemment, hein, soyons rationnels là-dessus. Voilà, les amis, merci à tous. Ce coup-ci, c'est vraiment la fin. Merci à tous d'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Normalement, ce contenu, vous devriez le retrouver sur YouTube et en podcast sur la chaîne de Mécanique de la vie. N'hésitez pas, je sais que c'est nul de faire le racoleur, mais des likes, des commentaires, c'est pour le référencement, parce que sinon c'est difficile. Surtout qu'on traite d'un sujet qui touche pas grand monde. Je sais bien que si on mettait des chiens qui pissent sur des chats, on buzzerait. Et si on mettait des filles dénudées, on ferait des millions de vues. Je peux toujours essayer de pisser sur Clément, mais bon. Non, on va éviter. Peut-être quand on sera plus intime, les amis, peut-être autoriserons-nous Mickaël à pisser sur Clément. Allez, sur peut-être 1 million d'abonnés, on va peut-être une golden. Ouais. Ah ouais, bon les amis, vous savez ce qu'il reste à faire, 1 million d'abonnés, Mika pisse sur Clément, et croyez-moi, ça peut être sympa. Il y a 2 vidéos aussi à venir prochainement. Ouais, il y a 2 vidéos aussi qu'on a faites cette semaine, donc elles seront publiées, je pense, d'ici quelques jours, et l'autre encore quelques jours après ces quelques jours. Voilà. Merci à tous encore une fois, et n'hésitez pas pour le prochain live, ou sinon vous pouvez envoyer des questions sur Instagram, et comme ça on les note pour les prochains lives ou les prochaines vidéos. Merci encore les amis, excellente soirée. Merci à Mickaël et à Clément pour cette soirée, et à très bientôt. Merci à tous les copains.